Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bien, on y va. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et l'immense joie d'être avec Reda Allali. Reda, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Merci pour l'invitation. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Pour te présenter rapidement, Reda, tu es cofondateur du groupe Oba Oba Spirit, un groupe qui restera dans l'histoire un symbole d'une nouvelle musique marocaine, bien entendu au niveau marocain et au niveau mondial. Tu es un musicien, un artiste, même, si je puis dire, le premier producteur indépendant de podcasts sur le web, avec près de 200 épisodes, ce que j'ai pu compter, sur des thématiques très différentes et qui sont tout à fait révélatrices de ta personnalité et de tes centres d'intérêt multiples. Donc il y a de l'histoire, de la musique, du sport. Donc tu as été journaliste sportif chez Telquel. Également, tu es chroniqueur de Zakaria Boualem, où tu relates les chroniques d'un Marocain à tendance paranoïaque. Donc thématique tout à fait intéressante parce que qui n'est pas paranoïaque en ce moment, au Maroc et dans le monde. Cher Reda, je suis vraiment heureux de t'accueillir sur le podcast. Tu m'as stressé avec ton introduction. Non, il n'y a pas de quoi stresser. Je suis vraiment heureux et j'aimerais partager un peu parce que moi, j'ai pas écouté le groupe dès ses débuts. Mais je l'ai écouté, et puis quand j'écoute le groupe, j'entends l'intelligence anti-système du texte d'abord, c'est vraiment le texte. Ensuite, l'humour du narratif, c'est toujours d'une narration derrière les chansons. Il y a le dialogue du Marocain avec lui-même, le Marocain qui se questionne et qui s'interroge sur ses paradoxes, son identité, sa schizophrénie, son arrivisme, son inculture, ses excès, son pays rêvé. Voilà, donc différentes thématiques que j'aimais partager avec toi en introduction. Alors la musique est vraiment créative, elle est universelle, donc avec différents sons. On a des sons de gare, des sons de la foule qui gronde, on a du rock. Moi j'ai mis entre parenthèses du Dire Straits, enfin ça m'a fait penser à ça. On a du reggae, du shabi, je vais accélérer. On a du rap, du gnawa, du slam, du issawa, quelques sonorités orientales. On a divers instruments. Des guitares électriques bien entendu, avec les effets que j'aime bien, l'harmonica, des percussions, bref, une ambiance donc fusion. Donc un mélange aussi de langues, anglais, darija, espagnol, arabe, français, et des références culturelles mélangées. Il n'y a qu'à parler de la lettre au super caïd pour comprendre ce que je veux dire. Et une musique, là je crois que je reprends tes termes, une musique qu'on approche par la fête, les textes, l'ambiance, l'univers. Donc on peut l'approcher vraiment de manière... Tout le monde peut y trouver son compte. Et Reda, tu es un anticapitaliste. Passé par la banque, ça nous fait un point... Je savais pas, mais bon, vas-y. Ça nous fait un point en commun. Bref, c'est surtout le capitalisme qui m'aime pas. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Voilà, mais enfin bref, c'est pour montrer que tous les chemins sont possibles pour arriver au panthéon de la sagesse. Donc bref, merci beaucoup Reda de me permettre d'avoir cet épisode avec toi parce que tu es ce que j'appelle un gars inspirant avec un destin, un parcours et même peut-être un idole des jeunes à la marocaine. Et donc voilà, donc cette introduction. Je ne sais pas si je dois rebondir sur tout ce qui m'a semblé excessif ou. Oui, je t'en prie. Ouais, Tu vas revenir après. Non, je sais pas. Vas-y, avançons. C'est très très délicat pour moi d'être assis comme ça et d'écouter tout ça. C'est pas. Je sais que c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Voilà. Ok, bah écoute, moi je suis vraiment ravi d'avoir cette conversation avec toi, mais elle prendra le temps que tu voudras. Je voudrais remercier Leïla. Elle se reconnaîtra, qui m'a communiqué ton numéro, pour que je puisse te joindre et t'inviter. Et puis voilà, cher Reda, si tu veux bien,
De façon générale, excuse-moi, je t'interromps. En fait, de façon générale, que ce soit dans mon travail collectif avec Roba ou d'autres choses plus individuelles, ça fait longtemps qu'on a, je dis on en tant que groupe, on a compris que on aurait beaucoup de mal à analyser ce qu'on fait, c'est-à-dire on fait les choses avec une certaine spontanéité. Ensuite, on voit quand ça nous revient, comment c'est pris. On a renoncé en fait à l'analyser parce que pas convaincu qu'on puisse faire les choses et les analyser en même temps. Donc, pour garder une certaine spontanéité, une certaine énergie dans le travail, on s'est un peu mis à l'abri de ce genre d'analyse et de se regarder un peu travailler en se disant, voilà, je sais pas, l'intelligence en musique ou je sais pas quoi. Ce que tu as dit, c'est pas vraiment comme ça que ça marche vu de l'intérieur, quoi. C'est très loin de ça. C'est pas aussi conceptuel, c'est pas, il y a pas autant de concepts, voilà. Je comprends. Bon, écoute, moi, je suis dans la théorie et vas-y, j'évoque toute mon admiration avec mes mots. Merci beaucoup, non, c'est très gentil en tout cas. Il y a pas de, je n'ai pas d'autres prétentions que cela, honnêtement. Et juste dire à tous ceux qui nous écouteront que il y a vraiment une richesse autour du parcours du groupe et puis des différentes thématiques, voilà, que j'ai évoquées et qui serait intéressant de discuter pour des personnes qui peut-être cherchent leur voix, à exprimer tes différents talents, tu vois, qu'on a pu voir chez toi. Et donc si on peut revenir à tes origines, à là où tu as grandi, pour comprendre ton point de départ. Donc si tu peux nous raconter un peu où tu es né, dans quel contexte familial, comment est-ce que tu as vécu tes premières années. Je suis né à Tanger, mais c'est presque anecdotique puisque mon père était fonctionnaire et ma mère était professeure. Et donc du coup, en suivant mon père dans ses affectations de fonctionnaire ministère des Travaux Publics, on était amené à changer de ville très souvent. Et donc j'ai pas vraiment grandi dans un endroit, mais j'ai fait des passages de 1, 2, 3, 4 ans à El Jadida, j'ai beaucoup de souvenirs, à Qnitra, Agadir, l'Arish. Voilà, c'est des villes où je me suis posé. Pour remonter d'une génération, mon père est originaire d'Oulmès et ma mère est originaire d'Oujda. Voilà. Donc ça a donné, et donc j'ai vécu ni à Oulmès ni à Oujda, mais je les ai suivis dans son parcours de fonctionnaire des travaux publics, et donc j'ai pas vraiment de lien par rapport à une ville particulière ou à un endroit particulier. Passé beaucoup de temps à Saïdia, chez mes grands-parents, à Sidi Bouzid quand on y habitait. Voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup été amené à changer d'environnement très souvent, voilà. Ok. Et si tu te souviens à ce moment-là, si tu peux juste nous raconter tes centres d'intérêt ou tes aptitudes. Comment tu t'es découvrais Non, mais moi j'étais toujours, aussi loin que je puisse me rappeler, la musique était dans ma tête, dans mon Walkman, dans ma radiocassette, dans ma famille. Et j'ai énormément de cousins du côté maternel des oncles qui jouent. Quand il y avait des réunions de famille, il y avait les guitares forcément, et c'était 4-5 heures de musique où tout se jouait, hein, le Riwan, Aznavour, les Beatles, tout, un grand medley comme ça. C'était des musiciens les frères Migri, hein. C'était des musiciens amateurs, enfin Oui, mais il y en a qui ont des très bons niveaux, hein. C'est juste qu'ils étaient peut-être pas dans une logique où ils allaient s'exprimer de façon professionnelle, mais il y en avait des très bons. En tout cas, j'ai appris moi la musique avec eux et dans un contexte festif, c'est-à-dire que pour moi, il y avait vraiment un lien entre le fait de faire de la musique. C'était pas une activité solitaire un peu introspective. C'était voilà, il y a la famille, il y a les amis, tout le monde est là, il faut faire de la musique et on la faisait comme ça. Et donc oui, pour te dire, j'en ai toujours écouté. C'est quelque chose qui m'a beaucoup remué très jeune. J'étais avant même de produire quoi que ce soit, j'allais chez les gens qui enregistraient des cassettes. Et voilà, on faisait notre compilation. Je rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Ayef Hafed, qui était un animateur de la RTM à l'époque et qui passait tous les jours à 18h une émission qui s'appelait Boogie, qui était magnifique parce qu'à part les grands classiques du rock, on avait des choses un peu plus pointues et qui nous ont formés, comme Elvis Costello, George Jackson, ce genre de personnages.
Ce bonhomme a été très important pour ma culture et c'est de toute ma génération. On l'écoutait tous les jours. Donc la musique, oui, c'est même pas, ça n'a même pas de début, quoi. C'est ensuite, bon, j'ai joué de la guitare et j'ai très vite voulu écrire des chansons. C'est-à-dire, j'étais pas très fort m'intéressais pas vraiment de faire des reprises ou bien de chanter chansons des gens. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour les musiciens mais j'avais pas un grand plaisir à faire de la photocopie, voilà. Okay. Voilà. D'abord, j'en étais incapable et même ça m'intéressait pas. Je voulais toujours mettre les sauces à ma sauce. Ça choquait un peu parce que tu te dis pour avoir je sais pas si c'est un manque d'humilité ou si c'est une chose à exprimer. Je ne sais pas dire ce que c'est. Ce que je sais, c'est que j'ai par exemple fait quasiment un album. Quand j'avais 17 ou 18 ans, un album tout seul. Tous les jours, je voulais écrire une chanson. Je voulais aller au bout, parce que j'aime bien finir les choses. Voilà, je voulais dire, chaque jour, je vais faire une chanson. Qu'elle soit bonne, elle soit pas bonne. C'est un autre problème, mais je vais la finir. Et je les enregistrais comme ça, tous les jours, une chanson. Ça a pris, c'est pas ça que j'ai fait toute ma vie, mais je l'ai fait un été, je me rappelle très bien. C'était un album qui s'appelait Hot Sun. Et il y a des trucs d'ailleurs qui ont fini dans Roba. Voilà. Donc il y avait toujours l'envie de... C'était en anglais? Ouais, il y avait beaucoup d'anglais à l'époque. Voilà. C'est super facile. En fait, c'est la facilité l'anglais parce que tu vas jamais choquer les gens. On peut écouter quelqu'un chanter en anglais, surtout nous qui ne sommes pas anglophones. Enfin, on comprend l'anglais, mais c'est pas notre langue de base. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui chante en anglais dans un coin, et toi, tu vas entendre les sons, et tu vas pas faire gaffe à ce qu'il dit. Ça va pas te happer, comme si je chante, par exemple, Delija. Déjà تسمعني تفهمني ça va toucher l'intérieur, quoi. Donc autant être intéressant et je crois pas que je pouvais être intéressant à l'époque où je pensais pas que j'allais être intéressant et donc j'allais vers la facilité d'écrire en anglais, quoi, voilà. Mais bon d'accord, non mais tu prends un peu, tu te lances, quoi, dès le... Mais je me lançais, mais il n'y avait pas une logique de public ou quoi que ce soit. Je faisais mes cassettes, j'étais content. Presque je cherchais pas à les sortir, c'était plus qu'amateur, c'était artisanal, mais c'était le fait de faire les choses. Voilà, on finit le truc, quoi. Qu'est-ce qui te fait donner confiance à ce moment-là? Est-ce qu'on te disait, tiens, tu as une belle voix? Non, ça j'ai jamais entendu à ce jour. Qu'est-ce qui te donnait confiance dans le feedback des gens qui étaient autour de toi quand tu as 18 ans, tu vois? Qu'est-ce qui me donnait confiance? Au contraire, qui était vraiment un challenge qui te... Non, je savais que j'étais limité. J'étais limité, par exemple, dans ma pratique de la guitare, où j'étais beaucoup plus intéressé par la structure du morceau. J'étais beaucoup plus passionné par essayer de voir la chanson comment elle doit être foutue, que doit faire la batterie, que doit faire la basse, quand le tempo doit monter, quand il doit y avoir une explosion, comment on va catcher les gens sur le refrain, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le maximum d'impact ou de puissance, comment au contraire on peut calmer les choses pour dire quelque chose. J'étais plus intéressé par cette architecture générale. Donc pour moi la guitare c'est comme un instrument, voilà, c'est un instrument de musique, comme un marteau. Tu es pas passionné par le marteau, tu essaies d'accrocher un tableau, en fait, voilà. Donc déjà tu as la sensibilité du public. Ah oui, moi je fais des chansons pour les gens, j'ai pas de problème. Et c'est pas forcément du public, ça c'est venu après, c'est quand il y a eu les concerts. C'était de les faire pour qu'elles soient comme j'ai envie qu'elles soient. Voilà. Et bien sûr, sous-entendu derrière, comme tu l'as dit, il y a l'histoire du public. On va bien finir par se pointer devant des gens, surtout que c'est quand même le sommet de toute cette chaîne. Enfin, pour moi, c'est le sommet de toute cette chaîne. Mais après, les feedbacks, tu poses des questions des feedbacks. Non, j'ai jamais entendu que j'étais un bon guitariste, j'ai jamais entendu que j'étais un bon chanteur. Non. J'ai entendu, quand on a commencé à se produire sur scène, qu'il y avait beaucoup d'énergie et qu'il y avait la capacité à captiver les gens en secouant un peu l'instant présent. Voilà, ça oui. Okay. Ça, je l'ai vite entendu. J'étais pas très convaincu par ce genre de feedback, mais il a existé. Ouais. Très bien, ok. Alors côté, juste pour finir cette parenthèse de la jeunesse ou de début ou de l'enfance, est-ce que en termes de métier, tu te voyais tout de suite, je vais travailler dans la musique Non, pas du tout. Moi, j'ai fait un cursus d'ingénieur. Donc j'ai fait tout le truc d'ingénieur, quoi. Alors pourquoi, comme tout le monde, on peut dire ça comme ça? Parce que c'est bête à dire, mais j'aimais les maths. J'aime toujours les maths d'ailleurs. Et d'ailleurs, maths sup, c'était un super souvenir pour moi. J'ai adoré cette espèce d'abstraction, cette construction mentale où tu maîtrises un univers comme ça. J'ai beaucoup aimé ça. L'école d'ingénieur, je l'ai faite à Toulouse. Ça a été très
enrichissant, mais pas du tout en termes de connaissances, mais plutôt en termes de concerts, de machin. C'est là où on commence à faire vraiment de la musique. Donc tu faisais de la musique à cette époque-là? Je fais de la musique, je fais du sport. Là, c'était vraiment l'explosion de loisirs et la découverte de... Tu peux vraiment plonger quand tu es dans un environnement comme le milieu universitaire français. Tu as quand même beaucoup de facilité pour aller chercher de la culture, pour aller regarder des films, voir des concerts, rencontrer des gens. Tu veux répéter. Il y avait une salle de musique dans l'école où j'étais, où il y avait des instruments à libre disposition et les groupes se formaient là-bas. Je jouais avec tous les groupes. C'est-à-dire j'étais là-bas tous les soirs. Je jouais tous les instruments. J'ai tout le monde. Il y a des morceaux que je connaissais même pas, que je reprenais avec en particulier de la musique française que je maîtrisais pas bien, mais j'étais là. Je voulais faire ça. Donc, ces années d'école d'ingénieur, autant les années maths sup, ça structure un peu la tête. J'ai aimé ça. Autant les 3 années d'après, c'était plus, dans la culture, les projets, les concerts, etc. Voilà. Et donc ensuite j'ai travaillé quelques années à mon retour dans l'entreprise, mais j'ai vite compris que j'étais pas fait pour ça en fait. C'était pas possible, quoi. Non, très bien. Je trouve ça marrant quand même ce côté. Bon, maintenant avec le recul, ce côté prépa. Que tu as bien aimé la prépa, etc. Mais qu'après finalement, tu t'es épanoui dans complètement autre chose. Non, parce que dans le système français, enfin, je sais pas si c'est le même, enfin, je suis pas là pour parler des systèmes d'éducation, j'y connais pas grand chose, mais c'est très bizarre, en fait. Tu fais des maths, ensuite tu fais de la physique, et ensuite tu vas en entreprise. Donc, tu fais ni des maths ni de la physique. donc, je sais pas, hein, si j'avais trouvé un environnement, qui m'intéressait, je serais resté, mais je pas trouvé. Dans le choc là, dans tout ça, c'est ce que tu dois retenir si tu veux retenir. C'est l'entreprise. L'entreprise, c'était pas possible, quoi. Et là, tu rentrais direct au Maroc. Ouais, il y avait pas d'option. Je reste en France, je fais ma vie. Non. Ou ailleurs. Non, je voulais rentrer. Moi, ok. Attachement. Solide. Non, le destin d'un étranger, il est dur quand même. Hein. On a tendance à l'oublier. Ah, mais là, tu es rentré direct. Ce que j'entends. Ouais. T'aurais pu, entre guillemets, découvrir, t'amuser quelques années. Ouais, mais j'ai découvert. J'avais d'autres choses à découvrir ici. Moi, je suis parti, j'avais 17 ans. J'ai eu mon bac, je suis parti tout de suite et je connaissais pas grand chose au Maroc, en fait, finalement. J'étais un lycéen et je suis parti et je voyais bien que j'avais loupé des trucs. Enfin, j'étais passionné pour parler de foot aussi. J'étais passionné de Bourtola avant. Je suivais le foot marocain intensément, les musiques marocaines, tout ce que tu veux. Mais j'avais tout un pays à découvrir, y compris. Ok, donc tu avais la culture dans le sang, tu aimais bien, et tu avais hâte de la redécouvrir et de la. C'était un non-choix. Je me suis même pas posé la question, en vérité. Ok. En vérité, je me suis pas posé la question. Le destin de l'immigré est dur. Voilà, il est très dur. Il est très très dur. Alors c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Expliquer sans arrêt qui tu es, d'où tu viens, la complexité de tes références pour un étranger, hein, pour un étranger. Et puis en plus la France, je sais pas. Ah, mais tu viens de dire que tu as bien aimé. Oui, j'ai aimé ce que je faisais, mais je l'ai fait, je suis rentré. C'est bon. Merci beaucoup. Des côtés positifs. Ok, donc avec il y a quand même une question qui me titille. Est-ce que tu as appris la musique en dehors de ce côté où tu jouais toi-même? Est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as été, je sais pas, pris des cours? J'ai pris de la guitare, non. C'est plus par entre amis, dans la famille. Voilà, il n'y avait pas Internet, mais tu veux parler d'un enseignement classique, solfège et tout? Non, j'ai fait un peu ça au piano quand j'étais vraiment enfant, mais j'ai pas un enseignement classique de la guitare, quoi, de la musique. Non, donc on peut dire tout sur le tas, quoi. Sur le tas, mais tu sais, en fait, le problème, si tu veux rentrer dans le détail, c'est que le solfège est un langage. C'est un langage qui est très puissant, très précis, très codifié, très complexe, mais qui va pas vraiment, qui n'est pas particulièrement approprié pour les musiques que j'aimais. Voilà, c'est-à-dire que ça va très bien, par exemple, pour faire de la musique classique, mais pour énormément de musique un peu populaire, j'étais là-dedans à fond, le rock, le rap, tout ce que tu veux. C'est pas la meilleure façon de coder la musique. Il y a d'autres façons. Par exemple, les guitares, tu peux parler de tablature, de grille d'accords, etc. Et ça, on t'apprend pas tellement au solfège. C'est-à-dire que les musiciens, même ceux qui ne sont pas passés par ce cursus, j'en fais partie, communiquent entre eux. On n'est pas des illettrés, c'est ce que je veux te dire. Okay. On n'est pas des illettrés. On parle de. On peut lire la musique.
on peut communiquer autour de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est juste pas ce langage-là qui s'est imposé dans le monde et qui est censé être le plus savant. Peut-être pas, tu sais, même les Nézé-Chevi, ils ont un autre code que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, là. Ils ont une autre façon de parler. Ça, au moins, c'est un code qui va bien avec leur musique. Et ça, tu l'as appris sur le tas? Ça, je l'ai appris, ouais, en faisant de la musique. En faisant de la musique. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Non, c'est intéressant. Ça montrait que tu avais quelque part un talent, si on peut dire ça comme ça, une oreille, quelque chose pour vite assimiler ces différentes. Si tu veux parler de Hoba, parce qu'on va y venir, je suis pas seul. Hein. Il y a des gens qui ont encore Anwar, par exemple, Anwar Zerwani que j'ai rencontré très tôt et qui est un peu le moteur également de Hoba. Lui, il a une oreille, il a l'oreille. D'accord. Ok, non, bien entendu, il y a plein de talents dans le groupe et franchement, si on pouvait les réunir, et bon, on va peut-être que je vais nous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Mais si tu permets, si on revient donc à ce départ de carrière en tant qu'ingénieur, où tu te rends compte que c'est pas fait pour toi. Comment tu prends conscience tu es malheureux, tu n'arrives pas à jouer de la musique comme tu voudrais, et puis comment tu imagines l'avenir? Tu dis waouh, j'ai fait une école d'ingé pour finalement faire quoi? Non, c'est juste insupportable en fait. C'est même pas, c'est pas conceptualisé. C'est pas de se dire je vais essayer de faire de la musique, je vais faire un groupe et en faire carrière. C'était même pas envisageable. C'est pas de dire je vais aller taper à la porte de tel Kelder qui n'existait pas et je vais proposer une chronique qui va s'appeler Zakaria Boilem. J'ai pas de plan. J'ai pas de plan. C'est pas dire c'est pas ça. Okay. C'est de dire moi à l'époque je suis pas marié, j'ai pas d'obligation j'ai pas besoin de rentrer de l'argent beaucoup. Enfin ça va, je suis tout seul. J'ai pas des gros besoins non plus. Je suis pas quelqu'un qui a des gros besoins matériels. Pas de responsabilité familiale. Ce truc-là m'est insupportable. Et je m'en voudrais à mort de pas essayer de faire autre chose. Okay. Voilà, c'est tout. Après, il y a eu des événements dans ma famille, enfin dans ma vie personnelle, dont j'ai pas envie de parler, qui ont fait que c'est devenu encore plus absurde de perdre son temps. Ok. Est-ce que tu avais des modèles autour de toi qui te montraient que ce chemin-là était finalement, tiens, lui là. Non, mais en vérité, non, pas vraiment. Non, je me disais, je vais pas rajouter une journée de plus comme ça. Je vais pas vivre pour juste m'épanouir les week-ends à faire des concerts, faire de la musique où j'écrivais un petit peu aussi à côté de tout ça. Ça vaut pas le coup. Et si au bout de 6 mois, 1 an, 8 mois ou 2 ans, le système est complètement à sec et on n'arrive à rien faire, ben on ira taper humblement à la porte de ces entreprises. Il y aura toujours de la place. On va remettre et puis on va à ce moment-là avoir peut-être plus de conviction parce qu'on aura compris que c'est ça ou rien. Okay. Mais tant qu'on m'a pas démontré que c'est ça ou rien, ben je vais essayer voir le rien s'il y a pas quelque chose dedans, quoi. Et en même temps, on est conditionné dans un environnement où bon, quand j'étais jeune, on m'a jamais dit qu'on pouvait vivre en faisant des podcasts et faire des concerts. Hein. Et voilà, donc tu comme ça, tu fais des études, tu t'en sors bien, donc on va te dire, je sais pas, des métiers certes nobles, mais tu vois, qu'on connaît tous. Et en fait, il y a plein d'autres voies, et plus le temps avance, et plus ces voies s'ouvrent aujourd'hui. Il y a d'autres façons de gagner sa vie. Mais franchement, il y avait pas un plan. Il y avait pas un plan. Il y a juste, bon, c'est bon, ça suffit. J'avais un petit choc personnel. Je me suis dit, je vais aller voir ce qui va se passer. Et on va déjà plus arrêter de. Il y a de l'ego aussi là-dedans. Il y a de l'ego. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ego. Il faut le dire. On voit souvent l'ego comme étant une chose négative qui te mange, qui t'oppose aux autres, qui te pousse à écraser. Il y a pas que ça dans l'ego. Ça peut être une force motrice. C'est-à-dire que j'avais quand même l'impression, et je le dis, je l'assume, que j'étais peut-être pas venu sur Terre pour vendre des PC. C'est-à-dire que je me disais, mais à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Pour moi, la seule façon d'accepter le monde dans l'entreprise, si c'est pas quelque chose dont d'être fier de toi-même. Tu vois, comment tu peux être fier de toi-même? Donc, soit tu fais des choses dignement, il y a une dignité à faire son travail correctement. Mais quand tu as l'impression que tu es juste un pion interchangeable, où tu as aucun investissement émotionnel, ou même le théâtre de cette espèce de mascarade qui consiste à chercher les promotions, les primes, tu te sens complètement à côté de la plaque. Tu n'es pas concerné par ça. Tu peux pas faire l'effort de rentrer là-dedans. Tu n'es pas non plus dans la dignité du travail bien fait parce que tout le monde pourrait le faire et mieux que toi. Tu as pas de passion.
et que tu sens que tout ce qui t'intéresse se passe en dehors de cet endroit où tu passes quand même 8 heures par jour, tu vas voir ce qui se passe dehors et voilà, la porte. Je me disais que je pouvais revenir. En fait, je suis pas revenu, quoi. Écoute, c'est impressionnant que tu as fait ce constat-là en quoi, 2 ans, 3 ans? À peu près, ouais. Ok, c'est bien parce qu'il y en a, ça leur prend plutôt. Non, mais moi j'ai une théorie, si tu veux, c'est que en fait finalement, il faut faire la différence. Tu sais, les gens ils disent et ils font. Hein, parfois ils te disent qu'ils sont pas bien, mais quelque part peut-être qu'ils cherchent quelque chose qu'ils trouvent là-bas. La sécurité, par exemple. Le fait d'avoir dans un environnement professionnel de type salarié un salaire, une couverture sociale. Je comprends aussi que ça, même sans être marié ou quelque chose, je comprends aussi que ça puisse être un besoin important. Moi, la sécurité, elle me fait un peu peur. Voilà ce que je voulais dire. Ça me fait un peu peur. Okay. Donc en fait, tu n'avais pas peur de franchir le pas que tu as franchi à cette époque-là, plutôt. Non, j'avais peur de rester. Ok, c'est l'inverse. Très bien. Donc c'est plutôt l'instinct de survie. Tu disais. Exactement. Il faut déguerpir. Ouais. Et franchement, c'était des gens sympas. Hein. Mais la structure, non, ça. Et trop de chefs, trop de cinéma, trop de. C'est quand tu te réveilles le matin et qu'on te dit oui, 3e quarter, il faut machin. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas possible, quoi. Non, mais c'est bien. On ressent encore l'émotion de ces temps-là. Et est-ce que c'est pas à cette époque-là où tu as rencontré un des cofondateurs du groupe? Oui, tout se passe en même temps, bien sûr. Je travaillais dans une banque, j'ai rencontré Aboubakar Zahouani. Aboubakar Zahouani m'a présenté son frère. Et ces 3 personnages-là, donc moi et les 2 frères, ont été la version de base de Hoba, c'est-à-dire on jouait à 3 comme ça, on écrivait des chansons et on les jouait dans un pub qui s'appelait le Vertigo. On écrivait beaucoup de chansons et on jouait sans arrêt chez les gens, mais c'était en acoustique, il y avait pas cette. C'est ensuite quand Adil Hanin, le batteur, est rentré, Amadou, le premier bassiste, où là on a rencontré des vrais musiciens. C'est-à-dire des gens dont le métier est de faire la musique. À ce moment-là, le groupe il a changé parce qu'à partir du moment où moi je répète avec un musicien, ça veut dire que il me donne son temps et c'est son métier. À partir du moment où il me donne son temps et son métier, ça doit être le mien aussi. Alors attends, 2 petites questions. Ouais. Hoba Spirit déjà. Non, rien. Ce nom-là. Next question. non, mais c'est important. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Il y a prescription là. Non, il n'y a pas. Je te jure, il n'y a pas de réponse. C'est même pas nous qui l'avons trouvé. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que le nom évoque? Enfin, je sais pas. C'est. Le mot qu'il y a là-dedans, c'est Spirit, mais je sais même pas. Tu sais, si j'avais su que ça allait me poursuivre 30 ans, 20 ans, j'aurais trouvé un truc plus intelligent. Non, c'est juste un ami anglais qui a mis ça sur des affiches pour une fête où on allait jouer et on pensait que c'était juste pour une fête. Et après, on nous a rappelé avec ce même nom et c'était parti, quoi. Oh, excellent. Et deuxième question, c'est... D'ailleurs, cet anglais est aujourd'hui en Mongolie. Il a ouvert une pizzeria qui s'appelle Hoba Spirit. Oh, wow, génial. Ah oui, j'avais vu un post avec... J'ai pas compris. C'est lui. Okay. C'est lui. C'est Ben Moyle. Ok. Alors, deuxième question, on était un groupe d'amis très ouverts. Il y avait cet Anglais-là qui était avec nous et il y avait des amis du boulot, des amis, des copines, des copains, et tout tournait autour du fait de voyager, d'aller visiter un peu tout le Maroc, de jouer de la guitare partout et de s'amuser, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de mal quand on a commencé à sortir des albums avec cette histoire de machin, texte engagé et tout. Nous, on était là pour s'amuser. Hein. J'étais pas là pour te faire des théories anticapitalistes ou quoi que ce soit. Je vois que j'ai mal commencé mon truc. Non, mais de toute façon, nous on a compris que ce produit-là, puisque ce projet-là, chacun allait l'avoir comme il voulait, quoi. Il y a des gens qui le voient comme un groupe très léger, drôle. Il y en a qui l'ont vu comme un groupe très engagé, et d'autres qui l'ont vu comme quelque chose de dansant, d'autres comme quelque chose d'intello, comme tu l'as dit. On a accepté ça. Sincèrement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a compris qu'il fallait pas essayer de s'auto-analyser. Ouais. Honnêtement, on peut danser, en même temps réfléchir. Enfin, mais je te promets, à la première ligne du cahier des charges, c'est quand même passé un bon moment. Hein. Je serais horrifié qu'on nous. Ça s'écoute aussi, hein. C'est-à-dire, on comprend bien. Sachant qu'il y a 2 trucs, hein. Il y a les albums et il y a les concerts. Hein. C'est pas les mêmes morceaux, c'est pas la même énergie, c'est pas le même moment. Voilà. Parfois, je peux vous mettre un truc dans un album et sur scène, j'ai absolument pas envie de le jouer, quoi. Voilà. Ok, je comprends. Bon, donc c'est parfait pour moi. Moi, j'ai la deuxième question, c'était par rapport à la professionnalisation de la musique. Tu dis on va, entre guillemets, travailler avec un musicien, donc peut-être éventuellement le payer. Non. Comment le groupe passe d'une bande de copains qui s'amusent, qui créent, qui se font plaisir,
qui sont dans l'air du temps en termes de musique, en termes de création, à un groupe plutôt de musiciens qui vont produire un premier album, par exemple. Ouais, alors ça, c'est, comme je t'ai dit, c'est pas recruter des musiciens, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, on joue dans un environnement qui s'appelle La Folle, rue Monsard-Noncel, et on répète là-bas, et là-bas, il y a des amis, ça fait beaucoup d'amis, évidemment. Enfin, il y avait une grosse énergie là-bas, tous les groupes répétaient là-bas, des gars du métal, des gars du rap, des groupes de fusion, voilà, et dans cette espèce de réservoir, bien sûr, on se fait des amis, on se lie, et Adil rentre dans le groupe, et donc c'est pas on recrute un batteur, mais Adil est un batteur. C'est-à-dire à partir du moment où on a une batterie, il faut un local. Ok. Voilà, donc on va répéter à La Folle, 50 000 groupes qui répètent à La Folle, et il y a nous aussi. Et là, on se rend compte aussi qu'on répète beaucoup par rapport au groupe. C'est-à-dire on est des bosseurs. Anouar, donc entre-temps le grand frère est parti, Anouar est resté. Et quand tu commences à répéter avec Amadou, je le répète, donc qui est sénégalais, installé au Maroc, et qui était un super bassiste, alors qu'il est toujours, je pense, mais vraiment un très très bon musicien. Et ben tu répètes avec eux. On écrit des morceaux, on est dans un projet. C'est-à-dire tu vas pas leur dire moi si le week-end il est Elite, on va jouer. Tu vois, non, c'est pas comme ça, puisque on est dans un deal où on fait un projet ensemble. Donc on va y mettre tout ce qu'on peut. Ce qu'on peut, c'est notre temps. C'était quoi votre projet? Notre projet, c'est de faire de la musique et de la jouer le maximum d'endroits possible. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc vous répétiez pour cela? On répétait exactement, pour faire des concerts et pour développer le répertoire, pour gagner de la cohésion, pour gagner de l'énergie, pour se faire plaisir aussi, pour faire plaisir aux gens s'ils veulent bien venir. Mais à partir de ce moment-là où ces nouveaux membres sont arrivés, on peut pas répéter 4 heures et dire gars là moi je bosse donc mardi il y a un plan pour aller jouer à Khlibga, mais moi j'ai pas le temps parce que je suis salarié, je travaille le lundi et le mercredi matin. Là, c'est pas possible. Donc là vraiment ça a complètement changé l'esprit du groupe, et là on travaille beaucoup. Genre vous répétiez tout, et pour comprendre le beaucoup, c'est genre vous répétiez souvent. Avant soit 2003 par exemple, c'était tous les jours 4-5 heures par jour. Ok. Donc voilà. Même le merci que je disais était répété, était écrit. Okay. Même le merci. Ouais, j'avais écrit quand j'allais parler, ce que j'allais dire, etc. Ouais. Et c'est des grosses séances, En studio, en fait, c'est simple, hein. C'est en général l'ingénieur du son qui détermine le niveau d'épuisement et qui nous vire, mais c'est des séances qui démarrent très souvent vers 14h, 15h, qui se finissent au milieu de la nuit. Enfin, c'est quand c'est plus possible de continuer. Voilà. Mais il y a beaucoup de travail derrière ça. C'est-à-dire que l'idée, quand même, c'est de travailler beaucoup pour qu'il se voit pas, quoi, le travail. Voilà. Mais là, quand tu dis studio, c'est-à-dire que vous étiez déjà en train de... On a fait le premier album en 2003. On a fait le premier album en 2003, très tôt. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à... Tiens, je vais te raconter, elle est drôle celle-là. À faire votre premier album. ça c'est... Écoute, enfin, tu vois, question bête, c'est... déjà, il faut les écrire, les chansons, donc... non, mais ça, on n'avait pas de problème. On écrivait des chansons sans arrêt. Moi, j'écrivais des chansons, beaucoup de chansons. Anouar, il composait beaucoup. Non, ça, c'est un duo qui marchait très bien. On n'avait pas de problème pour écrire des chansons. Ok, donc déjà, il y a du contenu qui est prêt. Donc, vous l'avez répété au travers du travail. Bon, après, maintenant, il faut... après, on commence à jouer à La Folle, mais puis on arrive à... les fêtes, il y avait des fêtes dans les écoles de commerce à l'époque, de Casa ou de Rabat. Donc, on commence à jouer dans ce milieu-là un peu... J'ai oublié les noms des écoles, mais il y avait des écoles qui organisaient des fêtes et ils appelaient les groupes, quoi. Voilà. Okay. Mais bon, je te parle tout ça. Il y avait le centre culturel français, donc on a joué à Meknès, Fès, Agadir, le boulevard en 2003, et la grosse truc, enfin scène, c'était voilà 2003. Voilà, Moulay Hassan, c'est voilà le choc total, quoi. Et on enregistre l'album 6 mois avant d'aller à Soir. Voilà. Okay. Alors pourquoi l'album là? Tu vas rigoler, c'est parce qu'en fait on avait un jour, on reçoit un coup de fil de gens qui nous disent voilà, on est une boîte, on fait un magazine sur Casa, c'est lié à BMW, les voitures, et on fait un magazine par ville. Et dans ce magazine, il y a un CD. Et ce CD, il est peuplé de musiciens et de trucs un peu alternatifs. C'est-à-dire qu'on va aller dans une ville, donc le numéro sur Casa, on va pas mettre les grandes stars de Casa. On va aller chercher Et donc on est tombé sur un enregistrement à vous, et on a envie de le sortir. Combien ça coûte? Et moi, l'enregistrement, je l'avais pas. Alors, je l'écoute, j'étais horrifié.
C'était abominable. C'était abominable, c'était enregistré. On savait pas qu'on était enregistré. C'était flou, c'était... Mais c'était bien vous. Ah, c'était nous. Dans une, Hélas. dans Hélas. une, Non, je sais pas, ouais, à la folle, je pense. Voilà, ok. Et on leur dit, si vous voulez qu'on l'enregistre, on l'enregistre proprement. Mhm. C'était 2 morceaux. Ils voulaient un morceau qui s'appelait Milikan et un morceau qui s'appelait Soudani. Ah, des versions originales. Ouais, ouais. Mhm. Non, qu'ils avaient entendu dans D'accord. dans le live, quoi, le DVD. Voilà. Mais il était pas bien, quoi. Enfin, c'était pas possible pour moi de laisser sortir ça. Mhm. Et ils nous disent, ben, allez-y, faites-nous un devis pour les enregistrer proprement. Ok. Donc là, on va commencer à chercher un studio. Mais la blague, c'est que le lendemain, ils m'ont appelé très tôt. Et moi, je savais qu'un studio, c'était 1500 dirhams par jour. Mhm. Et 1500 dirhams, une journée, tu fais un morceau, quand il tourne bien. Voilà. Mhm. Quand il est écrit et tout, tu peux le rentrer en une journée. Donc, ils m'appellent le lendemain, c'est les Allemands, ils m'appellent très tôt. Ils me disent, voilà, s'il vous plaît, combien ça coûte donc pour faire le studio, pour faire ces 2 morceaux. Et je fais 3000. Mhm. Et il me dit euros. Je dis oui. Et, et je dis ok. Je dis ok, salut. Là. Et là, j'appelle tout le monde, je dis on fait un album. Et c'est le premier album, il est fait comme ça. Ok, d'accord. C'est Kairos et tout. Zared. Ah, voilà. Ah, bah, voilà, donc ça c'est un vrai moment de... un vrai Et moment mais de c'est tout. exactement comme ça que ça s'est passé. Ok, super. Et donc on a pris les 3000 euros et on a fait le premier album où il y a 8 morceaux en fait. Donc on aura donné les 2 et on en a gardé tout l'album. Voilà. Ok. Merci BMW. Ok, super. Mais attends, avant d'arriver à... Je peux juste Je partager leur ai avec acheté une moto depuis. Bah, c'est bien, tu es dans le give back. Non, mais juste pour revenir à tes Ouais. débuts, enfin, début du groupe, comment c'était dans les petites salles, tu vois? J'aimerais bien ressentir l'ambiance. Les petites salles où vous jouez vos morceaux, donc vous répétiez, vous jouez, et après, le fameux concert, tu disais, celui qui est Soit la de 2003. Souera. Ça, Tu vois, c'est- quelle est votre température, tu vois, le feeling? Comment il évolue le feeling? C'est le même. Il est le même aujourd'hui. Mhm. Il est le même aujourd'hui. Tu rentres avec la même pression, la même Oui, envie. oui, la même pression, exactement. La même pression, exactement. Ok. Tout à fait. Après, on est 5 ou 6 à monter sur scène. Chacun le gère différemment. Il y en a qui Anwar, par exemple, il n'extériorisait aucun stress, il est très détendu, il stressait après le concert, ça c'est bizarre, c'est incompréhensible. Saad, lui aussi, Atman, on était tous les trois à être un peu verdâtres. Mais il faut comprendre ce que c'est pas du stress, Mhm. c'est de la concentration. C'est-à-dire que tu peux pas monter sur scène en ayant, sans avoir la conscience aiguë de ce qui va se passer. Mhm. Tu peux pas monter sur... Un de mes pires concerts de ma vie, par exemple, j'étais en train de discuter avec la famille, etc. Parce que dans la ville, où j'étais, il y avait de ma famille qui m'avait invité. Et je suis quasiment sorti de chez eux, monté sur scène. C'était un des pires concerts de ma vie. Parce que j'étais pas là. J'étais un peu spectateur de ce qui se passait. Je gérais rien. J'avais pas fait ma préparation. Et quand je te dis, tu parles de stress, c'est de l'adrénaline, c'est préparer, c'est anticiper, c'est se mettre dans ce qui se va faire, c'est creuser un peu l'instant pour se planter dedans. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qu'on va faire. Voilà comment tu anticipes. Voilà, tu sais, c'est en boxe, là même au tennis, où tu as ce qu'ils appellent le deuxième souffle. En fait, dans une partie de combat, tu as le corps qui est commandé par la tête. Il faut faire attention à ça. Et c'est ça la première partie de concert. Et une deuxième partie où le corps est en autonomie. Voilà, c'est préparé en stratège, agir en primitif. Donc à un moment, ça y est, le corps se lâche. Et à la fin du concert, et je te dis, c'est le même sentiment depuis 20 ans, tu as pas une conscience très précise de ce qui s'est passé. Même si tu étais intensément présent à ce moment-là. Tu as des flashs, tu es content de 1 minute, tu es content de 3 minutes. Tu n'es pas content d'1 heure et demie. Non, mais il y a des petits moments comme ça. Des moments où tu te dis, waouh, chacun a sa place dans le cosmos. Vraiment, tout est bien. Tu as presque l'impression que même si tu lèves les mains, la musique, elle va continuer. C'est faux, hein, parce qu'on n'a pas de sample. On n'a pas rien enregistré. Il vaut mieux pas, ouais. Mais je te jure, tu as cette impression-là. On est 5 là, mais il y a un 6e ou il y a 10 autres qui nous poussent. Et ça, c'est le même sentiment depuis le début. Le stress n'a pas diminué. Cette espèce de préparation comme ça, c'est une mise en condition, voilà. C'est une mobilisation.
Il y avait des rituels, Chacun fait son truc, chacun fait son truc. Il y en a qui vont aux toilettes 50 fois. Il y en a qui ont besoin de s'engueuler avec l'ingénieur du son. Il est sympa, il absorbe un peu ça. Et chacun a son truc, mais tout le monde sait qu'il faut s'attacher à ce qui va se passer. C'est difficile à expliquer. Difficile à expliquer. Ouais, mais c'est pas anodin. Tu peux, je sais pas, parce qu'en fait sur scène tu peux te grimer en fait. Tu peux mettre des gens qui vont très loin dans l'esthétisme ou le maquillage mais en fait tu es vraiment tel que tu es en fait. Avec ce maquillage là. Enfin, je suis pas maquillé mais avec ce déguisement, tu apparais vraiment tel que tu es. C'est un... Et puis il faut pas oublier qu'on a fait, donc puisqu'on parle des débuts de Roba, on a fait des scènes partout. C'est-à-dire que notre stratégie dans le groupe, c'était de jouer partout. Mais partout. Quand je dis partout, c'est partout. C'est-à-dire le festival de Zafran, le festival de Rachidia, bien sûr les trucs un peu classe, vous les connaissez, mais des petites salles en prison. On a joué en prison, on a joué à l'hôpital psychiatrique, on a joué à l'hôpital Bnorocht, on a joué... Bon, les villes, je vais pas te les citer parce que, je sais pas, Nador, Husseima. Ok, donc vraiment partout. Ouais, petit partout. Du petit patelin. Voilà, mais c'était dans la stratégie du groupe, donc, et pas poser de conditions. C'est-à-dire qu'on n'était pas là, oui, on veut, bien sûr, on envoyait une fiche technique, mais s'il manquait un micro, il manquait un micro. S'il y avait 3 chambres d'hôtel au lieu de 5, il y avait 3. S'il y avait, voilà, c'est important dans l'histoire du groupe. Voilà, l'achat de la stratégie. C'est-à-dire, est-ce que c'est la stratégie de la fin? Ou on a faim, on veut toucher, on veut être entendu partout et que notre message soit diffusé. Non, mais parce qu'on aime ça en fait. Tu sais, quand tu fais de la musique, il y a plusieurs motivations pour faire de la musique. Des gens qui font de la musique parce qu'ils ont quelque chose à sortir, des gens qui aiment bien les likes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ou bien qui aiment bien les applaudissements, des gens qui aiment bien l'argent, et des gens qui veulent draguer les nanas, ou les mecs si c'est une nana, en tout cas se rendre populaire. Il y a des gens il y a de tout. Il y a des gens qui ont besoin de se rapprocher du pouvoir. Il y en a beaucoup qui font de la musique au Maroc pour se rapprocher du pouvoir, pour obtenir telle ou telle faveur, parce que historiquement le troubadour est l'ami du prince. Il y a beaucoup de choses, et ce qui fait qu'un groupe marche, c'est que tous sont là pour la même raison. Et la raison qu'on avait, c'était une question d'amitié. On adorait, par exemple, on était très surpris. Tu vas jouer, par exemple, je me rappelle, il y avait un festival à Sidi Bouzid, ou je sais pas où on avait été un peu maltraité. Esfi, j'ai oublié. Bref, on avait été un peu maltraité par les organisateurs sur le cachet, sur les conditions, etc. Et il y avait beaucoup de groupes qui avaient vécu cette expérience-là, des groupes de Casa, et nous, on a remarqué qu'on avait vite traversé ça. C'est-à-dire qu'on n'en avait pas fait un sujet. On avait fait une chanson. Ok. Le cachet c'est la moitié, on va rigoler, on va pas en faire une bataille, tu vois, on va pas, s'il faut dormir, on l'a fait, Nador, je me rappelle, chez Ramsès, s'il écoute un jour ce podcast, on n'a pas, ils ont obligé de nous loger, on va aller chez. Mais il y avait l'idée, c'était pas diffusé parce que notre message est tellement puissant qu'il doit porter à travers l'Atlas et le Rif et le Grand Sahara et tout. Non, c'est pas ça. On aime ça. On aime monter dans un bus, s'arrêter, bouffer chaud, arriver et jouer. Ah, et ici, le son, il est pas terrible, il sera pas terrible. Et on a une conscience intime de la chance qu'on a à faire cette chose-là, voilà. Et ça, c'est le moteur humain du groupe qui est très très important, vu que c'est celui-là qui te permet de durer, quoi, d'exister. Ok, et alors cette composition de groupe, entre le trio et les bons musiciens qui partagent la même valeur, de la composition, Adi, elle va... justement, Amadou est parti parce qu'il n'était pas dans cet état d'esprit-là. D'accord. Il a été remplacé par Saad, qui lui était dans cet état d'esprit-là. Et donc voilà, Saad à la basse, Adil à la batterie, Absamad est un ami aussi, qui est rentré à la guitare. Il y avait Obiz qui a été absorbé parce qu'il y avait 2 groupes, donc il s'est concentré sur Draga, Hutchman est rentré. Donc c'est ça, quoi. Et toi là-dedans, ce rôle de leader, je sais pas, on peut l'appeler comme ça. Ouais, j'assume. Ouais. Comment ça influence un peu soit ta manière d'écrire, soit ta productivité entre guillemets, soit ton envie de performer sur scène, je veux dire, tu vois. Comment tu prends ce rôle-là dans le groupe? Moi, je t'ai parlé un peu de la France. J'ai eu la chance de jouer en France dans un groupe où j'ai découvert exactement ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Et donc, il y avait plein de problèmes dans ce groupe. J'étais un guitariste obscur et j'ai vu un peu tout ce qu'il fallait pas faire.
J'ai fait l'inverse dans Roba. Ok. Voilà. En tant que leader, tu n'es pas le leader omniscient. Je suis pas Prince. Moi, j'arrive pas en disant la basse elle fait ci, la batterie elle fait ça. Non, je suis pas ça. Par contre, tu dois fabriquer les conditions pour que tout le monde s'exprime, tout le monde soit content. Ok. En fait, toute la musique, c'est une question d'équilibre entre la spontanéité, le chaos, l'énergie, l'euphorie et la structure, la discipline, le travail, la maîtrise. Voilà, c'est une balance. Chaque groupe fait son dosage. Comme si tu écoutes Pink Floyd, ils sont à fond dans la balance. Elle est très forte du côté maîtrise, machin, etc. Elle est très basse. Mais j'aime aussi des groupes comme comme Manon Negra qui sont beaucoup dans l'énergie, le machin, et moins dans la maîtrise et la structure. C'est pareil pour un groupe. Il faut bosser, mais il faut s'amuser. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle est là la balance. Il faut travailler beaucoup et en même temps, ça doit pas être une usine. Voilà. Et après, chacun fait son doja. C'est difficile comme ça. Mais après, une fois que tout le monde est Anwar était aussi un leader du groupe. Là aussi était parce qu'il est parti en France et il avait des talents de composition magnifiques. Voilà. Mais on parlait parce qu'une grosse culture musicale et Adil aussi. Donc, si on voulait faire un riff à la, je sais pas quoi, Led Zepp, voilà, tout le monde savait. On se disait là, à ce moment-là, il nous faut un break à la Hajib. Voilà. Et c'était comme ça que ça bossait. On puisait beaucoup. Nous, tu sais, quand tu regardes, on a enregistré 80 morceaux et composé beaucoup plus. Il y a beaucoup de références de musiciens dans la musique. On cite beaucoup les autres musiciens. En fait. Ok. Très bien. Écoute, alors il y a Gnao Diffusion en 2004. J'imagine c'est des souvenirs énormes. Enfin, et puis il y a les Wailers, Sawira, je crois. 2004. 2004, on joue avant les Wailers, ouais. C'est les Wailers 2004. Ok. Ouais. Bon, donc là, on peut dire que vous êtes on commence à vous reconnaître, à vous connaître. Tu sais, je vais te dire un truc. Elle a le mythe, on a souffert, les gens, pas du tout. Très vite, les gens ont rigolé en face de nous, ils nous ont envoyé beaucoup d'énergie. Très très vite. Très 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 vite. C'était même surprenant. Voilà. Que ce soit des petites salles, des grandes. On a été nous-mêmes surpris par le fait que les gens vite répondaient. Ça, c'est le timing. Vous étiez là au bon moment pour faire. J'évite de l'analyser parce que si ça va devenir une formule. Donc je me dis pas ils aiment parce qu'on a fait kilo machin, etc. Je suis pas dans cette démarche-là, mais c'est le constat. Je le fais en toute honnêteté, même ça peut paraître arrogant. Très vite, il y a eu une grosse ambiance dans nos concerts. Très vite. Mais dans plein de concerts aussi. Hein. Peut-être que les gens on était parfois même surpris, voilà. Parfois même surpris. Ok, bon, super. Donc il y a premier album, donc il y en aura, je crois, 9 au total. Est-ce que tu peux juste nous relater quel est le fil conducteur dans cette... Alors le fil conducteur, c'est qu'il n'y en a pas en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que Atman arrive au 3e album qui s'appelle Trabando et il chante super bien. C'est un très grand chanteur, Atman, et très vite je lui donne le micro pour sur scène le tiers ou le quart ou la moitié des morceaux parce que j'ai envie qu'il chante. Et donc c'est quelque chose qu'on a toujours fait dans Roba, c'est-à-dire qu'on n'a jamais reproduit les mêmes formules. C'est-à-dire que le premier album il est plutôt acoustique, c'est normal vrai. Parce que je l'avais écrit plus ou moins seul avec Anwar, plus ou moins dans un salon. Le deuxième, Bled Schizo, là d'un seul coup tu vas entendre des morceaux comme Qaïd Motorhead ou bien Jamel Malo qui sont beaucoup plus électriques et il sort très vite. C'est-à-dire que moi je sanctifie pas ma production, c'est-à-dire que je veux proposer beaucoup. Tu aimes pas, peut-être tu aimeras le suivant. Je suis pas bloqué. Je suis pas quand on fait des albums, on estime que la vitesse et l'énergie sont importants. Voilà. Ouais. C'est le fameux dosage dont je te parlais entre l'énergie d'un côté, la spontanéité et le travail, le perfectionnisme. Il faut trouver faut pas que ce soit bloquant. Voilà, il faut trouver son mix. Il faut trouver son mix. Il faut le trouver. Donc dans le deuxième album, il est beaucoup plus électrique. Le troisième, c'est Trabando. Atman arrive et chante 2 ou 3 morceaux. Trabando, j'aime beaucoup Trabando. Ensuite, on fait le Goddam, qui est jumeau de Trabando, ce qu'il a fait une année après. Ensuite, on part en Angleterre faire Nefsunia, où il y a Black Moseba, etc. Super expérience. Ensuite, on fait etc. Je fais beaucoup, en fait. Ouais, tu vas un peu vite, parce que je crois que, comme tu as parlé des 3000 euros, les 3000 euros qui ont mis le pied à l'étrier pour le premier album, je crois qu'il y a d'autres petits moments, par exemple, pour commencer le groupe commence à être connu à l'international. Je pense qu'il y a eu quelques petits moments clés pour aller enregistrer à Londres, par exemple. Certainement qu'il y a un petit coup de pouce du hasard, du destin ou... Alors c'était pas à Londres, c'était à Bath.
Bath, c'est une ville un peu dans l'est de l'Angleterre, près de Bristol. De Bristol. C'est la ville de Peter Gabriel et dans les studios de Peter Gabriel. Real World Studio, c'est là où on a enregistré. Pourquoi ? Parce que, alors tu veux savoir le déclencheur de cette aventure, c'est quelqu'un qui s'appelle Justin Adams, qui est le guitariste de Robert Plant. Robert Plant, c'est le chanteur de Led Zeppelin, qui un jour, dans un concert en Suisse, toque à notre porte et rentre dans notre loge, comme ça, en disant « Hello, I'm Robert, Tipeee ». Tu vois, Led Zeppelin, c'est important pour nous. Donc, donc le bonhomme est adorable, il a aimé le concert, il aime beaucoup Marrakech en plus, il a une maison, et Justin, c'est son musicien, un peu son directeur artistique, c'est quelqu'un qui est à fond dans les musiques maghrébines, arabes même, jusqu'au Moyen-Orient, et qui vient du rock, c'est-à-dire qu'il vient du rock, c'est la génération Clash, etc. Et donc, il est un peu notre cousin, quoi. Il est notre cousin. C'est-à-dire qu'il a joué avec Nejat Atsebou au Maroc, il a joué avec Louis Shah, il les connaît, il a l'oreille qui a baigné là-dedans aussi, parce qu'il est très curieux. Et en même temps, c'est un mec qui a grandi dans le rock, le punk rock même. Et c'est donc le guitariste de Robert Plant, et c'est avec lui qu'on a voulu faire l'album, et c'est lui qui nous a proposé d'aller chez Peter Gabriel et faire l'album. Et c'est l'album où il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Talk Bindir Army, voilà. Okay. Et Black Moseba qui a rythmé nos défaites. Alors justement, peut-être maintenant que tu évoques l'écriture, on peut dire que c'est quand même une des caractéristiques aussi fortes du groupe, qu'ils ont été un peu tes influences. Pour l'écriture ? Ouais, tu vois, libérer un peu ton énergie là-dessus et arriver à trouver les bonnes. Moi, par exemple, Framatol, c'est un morceau qu'on a tous écrit ensemble. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est tout dans un café avec un stylo, et c'est Sad qui porte le stylo. En fait, dès que tu as le sujet, tu as le morceau. C'est ça ce que je veux dire. Ouais, donne-moi un exemple. Framatol, une fois que tu l'as cerné, tu peux écrire 18 couplets. Parce que ça y est, on l'a connu, on l'a reconnu, on l'a nommé, maintenant il faut le décrire. Maintenant il faut juste le décrire. Mais très souvent, en fait, quand on fait par exemple, on a fait des portraits, par exemple, Miloudi c'est un portrait, Jamel c'est un portrait, à partir du moment où on identifie dans notre entourage un archétype qui nous semble digne de concentrer un morceau à son caractère, il suffit qu'on en parle suffisamment pour le voir, et quand on le voit, on l'écrit. Tu sais, les personnages qui sont bien écrits, tu peux rajouter toi des couplets, tu vois. Framatol, par exemple, les gens, c'est bon. On le connaissait, il existait. Après, il fallait juste le nommer, le modéliser un peu. Mais après, moi, mes influences, c'est clair que, en fait, je m'inscris pas du tout dans la tradition maghrébine, souvent, qui sont en fait, très souvent, dans le Maghreb ou même dans la musique arabe, tu mets de côté le hip-hop parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y a une poésie dans l'abstraction. Voilà, il y a une poésie dans l'abstraction, une poésie dans le flou, une poésie dans la complexité. La complexité, c'est-à-dire, moi je comprends pas très bien ce que disent je ne comprends pas très bien ce que dit le mshahab. Je comprends les mots, mais je comprends pas très bien. On leur a posé des questions et on a compris, mais c'était pas facile à comprendre. C'était pas facile à comprendre. Et nous, au contraire, on voulait qu'on comprenne tout de suite. Nous, on jouait dans des endroits où le son était pas très bon et les gens étaient devant nous, étaient pas très concentrés. C'est souvent des concerts gratuits. J'aime tous ces gens-là, j'ai envie qu'ils comprennent ce que je dis. Donc l'addiction elle est importante. Et après donc contrairement à cette abstraction qui est souvent spirituelle ou rurale ou floue, Habibti Majej, tu vois, Habibti Majej, moi ce qui je veux savoir c'est Alesh Majej. Et 10 ans après, est-ce que tu regrettes que j'ai tout la Majej? Voilà, c'est tous ces petits trucs, tu vois, mais c'est ça, c'est le petit film qui m'intéresse. Et ça, tu vas le trouver beaucoup dans le folk. Par exemple, bienvenue dans Springsteen, Renaud fait ça aussi, puisque Springsteen, tout le folk, il met toujours des noms de rues, tu vois, des noms de rues, des noms de. C'est-à-dire que ça t'ancre, ça t'humanise, tu vois. Paldava, Jamal, je sais pas, Jamal, Loto. Voilà, tu vois, il faut donner, il faut dire de qui on parle, quoi. On n'est pas dans une abstraction un peu floue en disant Habibti Majej. Voilà, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu
Bah, tu as pris une bière, tu t'es énervé, tu as tapé à sa porte, elle est sortie, c'est à cause de son père, c'est à cause d'elle. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Pourquoi? Voilà, c'est tout ça. Moi, c'est ce truc-là, moi, qui m'intéresse, quoi. C'est plus que, j'ai pas une voix jolie pour faire des petits majettes et que tu te fâches pas chier, voilà. C'est ça ce que je veux te dire. Donc, je suis obligé, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a du texte, il y a de l'histoire qui est racontée, etc. Alors, dans l'évolution du groupe, j'ai noté modèle de musique gratuite. C'est-à-dire que vous donniez l'accès libre au téléchargement. Ouais. C'était quoi votre modèle économique? Le modèle économique, à ce jour, c'est les concerts. D'accord. C'est une vérité. C'est-à-dire que nous on est un groupe qui n'a jamais été signé par aucun label, aucun producteur, aucun distributeur. Enfin, il y a eu une brève aventure, je crois, à Montbletskis, on a fait des cassettes. Mais bon, c'est marginal. Peut-être que c'est marginal. On est un groupe qui n'a pas intéressé les investisseurs. Au début. Même à la fin, d'ailleurs. On est un groupe qui a peut-être compris, qui a existé, Donc on a vendu des premiers albums, mais on n'avait pas de circuit de distribution. Donc les vendait dans 2 ou 3 points. À ce soir-là, on jouait et on alimentait un peu les vendeurs autour de nous. Le soir, on gravait des CD. On avait le frère d'Anwar Akram qui gravait des CD toute la nuit et il allait faire le tour. Et on voulait que la musique circule. Parce que on est 5, on était 6, enfin on divise les cachets de façon euclidienne. Donc quand tu vas diviser tout ça, quand tu vends, je sais pas, 1000 albums même dans la journée à Soara et que tu divises et que tu graves et que tu machin, tu comprends vite il vaut mieux que les gens l'aient partout et que ça te fasse voyager. On a joué dans 20 pays. Il faut bien comprendre qu'on a joué dans 20 pays parce que notre musique était sur Internet. Maintenant, aujourd'hui, tu as les plateformes de streaming, les Deezer, Spotify et compagnie, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais me bagarrer pour trouver des distributeurs, je vais courir après les producteurs, je vais, à la fin de tout ce process de malade, de gens qui vont avoir une opinion à donner sur ma musique, alors qu'on est déjà tous d'accord entre nous, me donner 20 000 dirhams à la fin de l'année qu'on va diviser par 6. Et ça va leur donner le droit de me dire ce que je dis et ce que je dis pas, et cette chanson oui et cette chanson non, ou bien je vais le mettre comme ça sur internet, et voilà, c'est ce qu'ont fait beaucoup de musiciens par la suite, et c'est ce qui nous a permis d'exister. On est un groupe qui n'a jamais eu le choix en fait, voilà, le choix. Moi aussi j'aurais bien voulu être dans la musique des années 90, et comme les gars qui vendaient des cassettes à 700 000 dirhams, j'aurais bien voulu, mais on n'a jamais été là-dedans. On a été et puis il faut bien comprendre un truc, c'est que l'autoproduction, c'est pas juste c'est une question d'énergie. Si tu fais 8 albums, tu fais pas autre chose. Tu fais pas de merchandising, tu fais pas des réseaux sociaux beaucoup, tu fais pas tu fais pas de blabla, tu fais 8 albums. Ça veut dire quand tu as du temps pour Roba, tu fais de la musique. Tu fais pas autre chose. C'est très difficile à expliquer qu'on sait ce qu'on aurait pu faire, qu'on a loupé. On sait qu'on aurait pu faire plus de merchandising, qu'on aurait pu avoir un site même marchand, qu'on aurait pu avoir plus de présence sur les réseaux sociaux, qu'on aurait pu développer machin, des trucs. Mais bon, là, on a fait ce qu'on a pu, on est encore là, donc c'est déjà pas mal. Ok. Donc ce que tu dis, c'est que vous avez beaucoup compté sur les concerts. Oui, mais comme tout le monde aujourd'hui. Tout le monde. Okay. Aujourd'hui, c'est juste que c'est juste qu'on l'a compris vite. On a vite compris que entre aller se bagarrer pour gagner des miettes et faire tourner la musique et la suivre toi avec tes instruments, on va aller mieux choisir la deuxième période, quoi. Ok. Donc du coup vous êtes un groupe qui a beaucoup joué, ouais. Etc. Ouais. Alors est-ce que tu as des souvenirs Je peux pas résumer 20 ans de concert comme ça. Non, pas comme ça, mais je sais pas, quelques moments clés. Il y en a beaucoup, il y en a trop. Les premiers concerts à l'étranger, c'était phénoménal. En 2014, on a fait 5 semaines aux États-Unis, c'était extraordinaire. Des pays aussi comme l'Ouganda ou la Tanzanie ou le Mali ou le Niger, c'est des pays où tu sais que tu es arrivé là-bas par ta musique, tu aurais peut-être pas eu l'occasion d'aller le visiter, et tu es là, parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est une façon de voyager qui est magnifique. Tu es invité par des gens qui font un festival ou un concert, donc tu es pris par la main pour visiter le pays, pour visiter la culture. Finalement, qui tu représentes? Tu représentes Roba Roba, tu représentes le Maroc, tu représentes la musique universelle fusion, tu vois, qu'est-ce que tu... Non, il ne pose pas ce genre de questions, je représente Roba. Des jours, je suis de bonne humeur. Je peux me... non, et encore, non, c'est tout. Donc, on a eu ce débat, je me rappelle, avec
l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis qui était venu avant le concert Washington, qui nous dit, vous représentez le Maroc. Tu vas déjà essayer de se représenter nous-mêmes. Ça serait pas mal. Quelque part, tu vas rencontrer la communauté marocaine dans ces pays-là. C'est pour ça qu'il y a nécessairement tu vois, une composante. Oui, mais moi j'ai du mal avec les drapeaux, etc. Dans la musique. Je trouve que j'aime bien le foot. Hein. Je suis content de porter le drapeau quand l'équipe nationale joue. Mais je pense pas que ça ait grand chose à faire dans un concert. C'est ça, d'accord. Plutôt la musique est universelle. Et puis... On a joué en Algérie, on a joué en Europe où il y avait des Algériens, des Tunisiens, il y a quelque chose de fraternel là-dedans. Et que si on peut avoir les bras ouverts et accueillir tous les gens qui ont envie, ben c'est sûr. En même temps, je comprends très bien quand tu vas jouer à l'étranger, par exemple aux États-Unis, il y a des Marocains qui ramènent le drapeau et ça leur fait plaisir. Et je suis content que ça leur fasse plaisir. L'essentiel, c'est d'avoir du plaisir. Tu disais le Ghorba au départ, tu peux comprendre. Oui, non, mais je suis pas là en train de dire je représente le Maroc. C'est pas du tout mon discours. C'est pas notre volonté ni notre discours. Tu sais, on vient de la marge, nous. On a entendu, comme tous les gars qui ont fait un peu carrière dans le boulevard des jeunes musiciens, etc. On a entendu pendant des mois et des années que notre musique était marginale, que les Marocains ressemblent Chiabi, que c'est compliqué ton truc, c'est un peu rock, il y a du français. Aslan, tu n'as rien à voir avec ce monde. Vous êtes trop loin. Vous partez de très très loin. Et nous, ça nous a, je dirais pas influencé, mais ça nous a peut-être même convaincus. Donc, je me rappelle d'un concert à SFI, où on arrive, et waouh, il y avait tout SFI devant nous. Et là, c'était, je sais pas, la première année, 2003, enfin, première année après. Et je disais, Anwar, tiens, on va faire 20 minutes Chiabi sérieux. Ou s'ils sont toujours là, on enchaîne avec Bienvenue à Casa, parce que je me vois pas, moi, infliger aux gens. Je voyais bien que c'était pas... Le répertoire est trop sophistiqué. Non, pas sophistiqué, il est trop décalé, justement. Décalé. Pas sophistiqué, Chiabi peut être très sophistiqué. Plus que nous. Non, il est trop décalé. Tu arrives avec... Et je me rappelle, donc je pars sur cette idée un peu bizarre que là, on est dans un milieu très très loin de nos bases et qu'on n'est pas à Casa et qu'on n'est pas à Souala qui est un peu Casa déporté, qui est un peu... On n'est pas au boulevard. J'osais même pas chanter Bienvenue à Casa en dehors de Casa, mon bête, pour te dire. Et on discute un peu avec eux, vous connaissez, ouais, j'ai fait comme Souala, machin, l'album MP3. Puis je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi moi je suis arrivé d'un regard, j'ai dit, ils vont, pourquoi, qui m'a mis ça en tête? Qui m'a mis ça en tête? Et ce type qui me l'a mis en tête, c'est que la phrase, les Marocains ressemblent, elles sont toutes fausses. Toutes, sans exception. Et ça, c'est super bien. Je dis, mais c'est vrai, qu'est-ce qui va se passer? On fait ce qu'on est venu avec le cœur. Il y a une honnêteté dans Roba. Il y a un engagement sincère pour faire les choses du cœur. Au pire, ils aiment pas, et ça fait. C'est un concert loupé. C'est tout. Quand tu remets les choses. Et non, c'est pas ce qui s'est passé. Je te parle de SFI. Alors, tu imagines quand tu arrives à Niamey, ou là, Bamako, là, c'est encore plus. Ou là dans l'Iowa. Là, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Et tous ces complexes, on se les est auto-arrachés. Voilà. Non, mais c'est important ce que tu dis. Mais ça marche que pour les Marocains. Par exemple, quand tu dis que tu vas jouer aux États-Unis, tu te dis, ok, fais un mokoum. Le type qui te dit qu'il fait un mokoum, qu'il écoute Eminem toute la journée, il n'a jamais rien compris. Le type, il parle de Détroit, White Trash, mais ça le dérange pas. Par contre, quand c'est toi qui vas leur parler, il est angoissé qu'ils ne te comprennent pas parce que tout ce qu'il a d'intéressant dans ses yeux, c'est ce que tu peux lui dire. C'est pas ta musique, c'est pas ton show, c'est pas ton énergie, tu vas leur parler, donc à la limite, il peut t'écouter comme un peu produit exotique. Et donc, tu lui dis, non, tu écoutes quoi? Eminem. Qu'est-ce que tu fais un mot? Non. Il y a beaucoup de complexes à s'enlever. Donc finalement, il faut garder son identité, son message. Il faut être honnête. Originel. C'est très important. Il faut, comme je te disais tout à l'heure, c'est l'honnêteté qui nous a poussé à changer de chanteur, à changer de style, voilà. C'est parce que c'était ce qu'on voulait faire à ce moment-là. C'est peut-être sûrement pas toujours inspiré, sûrement pas toujours très brillant, des choses mieux que d'autres, des choses je les réécoute qui me semblent réussies, d'autres que j'aurais fait différemment, mais je les ai toujours faites et on les a toujours faites avec le maximum d'honnêteté par rapport au moment où on les a faites. Voilà. C'était pas, c'est comme la séduction. Tu vas, toi, demain, rencontrer une dame et tu vas essayer de la séduire, tu vas dire, on va dîner ensemble. Ok. Tu vas te mettre à ton avantage pour dîner avec elle.
c'est naturel. Mhm. Mais il y a une frontière. Par exemple, tu as un coup de cœur, tu aimerais bien avoir une relation avec cette dame. Bah, si tu es dans cette logique de relation, tu vas pas mentir. Tu vas pas dire, tu sais, moi je c'est Tralbakalia. Parce que ça te pousse vers une relation potentielle, mais de courte durée. Mhm. Et vice versa. Une fille qui voudra séduire un homme, elle pourra s'habiller de façon très provocante, etc., et créer une espèce de stimulus érotico-sexuel qui a 2 heures de durée de vie. Ou bien, si elle veut créer quelque chose avec lui, elle va être, c'est ça la musique. Tu veux plaire, mais tu veux pas mentir. Voilà, tu veux plaire, mais tu veux plaire comme tu es. Parce que tu te dis, moi je suis pas là pour faire un tube, prendre le cash et partir. C'est pour ça que le deuxième album ne ressemble pas. Bienvenue à Casa, elle n'a pas Bienvenue à Casa 2, 3, 4. Famator n'existe pas à 4, 5, 6. Hutman arrive dans les années 2007, 8 et commence à chanter beaucoup. Et c'est les morceaux qu'on met en avant, qui n'étaient pas la première identité du groupe. Il y a des gens qui nous disent, c'était mieux avant. Hutman part, maintenant il est en Norvège parce qu'il s'est marié. On te dit, c'est nul maintenant. Tu es obligé de dire qu'avant il n'y avait pas Hutman. Tu vois, donc c'est ça, c'est l'honnêteté, voilà. Ouais. C'est important pour garder le fil, le fil conducteur et le sens. Comme je t'ai dit, je sanctifie pas ma production. J'essaie d'en faire un truc. Il y a des artistes que j'aime qui ont fait des choses un peu foireuses. Je sais que elles sont moins bien, mais j'aime bien les écouter parce que ça correspond à ce qu'il était à ce moment-là. Comme quand tu regardes des vieilles photos de toi, c'est pas toujours très joli. La mode est un peu bizarre. Tu as fait des choix esthétiques douteux, mais c'est toi. C'est ça. Rester soi-même. Petite question sur les moments de moins bien. Les difficultés que peut avoir un créateur ou là quelqu'un qui entreprend de constituer un groupe dans la musique comme toi. Est-ce que tu as aussi des moments où, par exemple, moi je crois que dans un des frères Zahouani, il y a quelqu'un qui quitte l'aventure parce que peut-être qu'il il se rend compte qu'il ne peut pas faire l'effort ou là. Non, pas du tout. Personne n'a quitté l'aventure. Les gens ont quitté le Maroc. D'accord. Il n'y a personne qui a quitté l'aventure. Okay. Les gens ont quitté le Maroc et donc le groupe. Ok. donc ils ont fait des choix différents. Ouais. Est-ce qu'il y a des petits moments comme ça, majeurs, de moins bien, mais où tu as gardé la niaque? Bien sûr, quand Anouar est parti, c'était très dur pour tout le monde, humainement, une séparation. Même chose pour Hutman. Mais il se trouve que la meilleure façon de soigner ses coups de blues, c'est de faire de la musique. Mm-hmm. Donc du coup, c'est la thérapie. L'autothérapie. Voilà, c'est l'autothérapie. Ouais. La meilleure façon, tu te rends compte que finalement, c'est ça ce qui te booste, ce qui te crée une euphorie. Donc tu vas le faire. Quand je dis faire de la musique, pas forcément un concert. On n'est pas. Je vais écrire une chanson. Tiens, j'ai un. Ouais, ou bien même pas écrire une chanson. Tu vas en répète et tu joues 1 heure d'un truc, quoi. Voilà, c'est jubilatoire. C'est un plaisir qu'on a du mal à expliquer à quel point il est intense. Mais ces moments n'ont jamais remis en cause, remis en cause le destin que pouvait avoir donc le groupe au travers de ces concerts, donc cette activité près du public. Non, il y a des moments où le groupe est en hibernation beaucoup plus que d'autres. Là, par exemple, ces histoires de Covid, etc. On voit bien que tu n'es pas dans cette énergie-là. Mais on va se retrouver, on va être heureux de se retrouver. Il y a eu des moments, En fait, les moments durs ont toujours ressoudé le groupe. Voilà. Il y a eu des moments durs après le 20 février. Quand on a disparu subitement, on a beaucoup d'annulations, etc. Mais ça te donne des sujets, ça te donne pas de l'aigreur, ça te donne des sujets. Mais le contexte Covid, là, vous pouvez pas chacun chez lui. Non, mais ça correspond exactement pas à ce que j'imagine de la musique, voilà. Oui, je comprends. Voilà. Non, mais si c'est pour être devant une caméra, je comprends. S'il y a un côté un peu. Essayez. Peut-être que. C'est pas satisfaisant, je te le garantis. C'est pas satisfaisant, non, il faut un peu de transpiration dans cette affaire. On est un groupe assez organique, on n'est pas très digitaux. Je crois qu'on a évoqué le côté pécunier. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que finalement, l'argent est important pour un créatif? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous êtes un groupe, rare groupe au Maroc qui Bien sûr, c'est important pour tout le monde, un créatif comme un boucher, comme un peintre, comme. Ouais, c'est ça. Et justement, comment on trouve des voix? Eh ben, écoute, tu es un Marocain qui habite au Maroc, donc tu as des avantages, cette condition, ce hasard, parce que c'est quand même un hasard, te donne des bonnes cartes et des mauvaises cartes. La bonne carte, c'est que tu as quand même un public magnifique, en vérité. On a l'habitude de critiquer structure, tout ce qu'on a autour de nous en zoomant sur les difficultés d'être musicien marocain, mais il y a quand même des choses par lesquelles j'ai envie de commencer, qu'on a un public magnifique. On a des passionnés, on a aussi la possibilité d'être les premiers. C'est-à-dire quand tu vas jouer à Midlet par exemple il y a 15 ans,
peut-être que c'est le premier concert à Midlet, et peut-être que ce qui va se passer là, les gens vont s'en rappeler. Voilà. Moi, je me rappelle de Hassan Ididdil quand je l'ai vu quand j'étais jeune, ou bien de Santana quand il était venu. C'est de mes premiers concerts. Tu peux être celui-là. Donc ça a créé quelque chose de très fort, moi. Ouais. Tu as un public vraiment, vraiment, vraiment adorable. Je le dis franchement. Des gens, en plus, au Maroc, on t'embête pas, quoi. On te dérange pas. Il y a beaucoup de respect dans les rapports, etc. Après, tu as des points négatifs, tu as des problèmes pour voyager, il faut des visas, tu as des problèmes de salles, on te les prête pas facilement, on te les loue pas facilement, tu as peu de festivals, et tu as aussi un côté sponsoring qui fait que parfois la politique peut rentrer au milieu de l'artistique ou de la popularité, voilà. Quand tu mélanges tout ça, ça donne la donnée où on est, où concrètement, il y a des années qui sont glorieuses financièrement et des années qui le sont moins, mais en fait, enfin, tous les gars de Hoba ont un deuxième boulot, quoi. Ok. C'est souvent des métiers qui ont vraiment un rapport. Adil donne des cours de batterie, moi je fais des potes. Enfin, tu peux pas. Ok, justement, on va. D'accord. Donc, mais c'est important. On est dans la vraie vie et il faut. Non, mais même, je vais aller plus loin. Je pense même pas qu'il y ait 20 musiciens marocains qui vivent de leur musique. Alors, je mets de côté les artisans, les artistes et les artisans. C'est les artisans, pour moi, c'est les mariages, très Riyadekchi, ceux-là, oui. Parce qu'il y a un gros marché. Mais je parle des gens qui sont dans la création. Et même, je pense pas que tu vas en trouver plus que 20. Et même chez les 20, tu vas trouver que l'argent qu'ils gagnent vraiment ne vient même pas vraiment de l'activité, mais de contrats publicitaires annexes, Doha et compagnie. C'est ça ce qui va leur permettre d'avoir ce statut des 20 qui gagnent de l'argent avec la musique. Mais il n'y en a pas plus que 20. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste. Non, mais moi, je voulais mettre le doigt, franchement, sur cette réalité-là, parce qu'elle peut toucher d'autres secteurs. Et pour dire que la liberté de création a un prix. Voilà, il faut savoir aussi. Ouais. Et donc pour toi, tu parlais de tes autres activités. Zakaria Boualem. Comment est arrivé ce personnage sur le papier et puis que tu fais vivre avec ses chroniques? Écoute, ça, contrairement à Roba, ça c'est un truc individuel, et il est né en 2002, je pense. C'est Ahmed Ben Chemsi qui était le patron de Tel Quel qui voulait que je fasse une chronique, et je n'étais pas très à l'aise avec la notion de chronique dans le sens où je suivais pas très bien l'actualité. Et comment il te connaissait? Non, parce que je suis rentré à Tel Quel dès le premier numéro. On s'est rencontrés, on a joué à son mariage, Ben Chemsi. Ok, d'accord. C'est comme ça que voilà et on est resté en contact, et il cherchait quelqu'un pour écrire sur du foot, sur du sport, et je l'ai fait. Voilà. Mais quel est ton rapport avec le foot? Rien. Voilà, formation ingénieur, n'est-ce pas? Rien. Musicien? Rien. Non, rien. Oui, justement, comment est venu cette... Non, j'adore le foot, j'adore le sport de façon générale, j'adore regarder des matchs, j'adore en parler. D'accord. Et j'adore... Je me prévalais à l'époque d'aucune espèce. Après, à force de voyager avec l'équipe nationale, les clubs, etc., tu finis par avoir un réseau et des informations qui légitiment un peu ce truc, mais à la base. Mais je vais te raconter un truc. En 2002, je me retrouve au Mali, Tel Quel m'envoie pour couvrir la Coupe d'Afrique, et il y a beaucoup de temps entre un match et un match. Et donc, du coup, je m'intéresse un peu à la musique et tout qu'il y a dans la ville de Ségou, où d'ailleurs Roba est retourné jouer l'année dernière, c'est marrant. Et là, donc, il y a les matchs de l'équipe nationale, on sort au premier tour. On a passé du temps avec les joueurs. À l'époque, on avait des bons contacts avec les joueurs. C'est la même génération, un peu la même culture. Enfin, c'était l'équipe Chipo, Nibet, Barcel, bref. Et il se trouve que entre les matchs et les matchs, j'allais voir ce qui se passait. Et c'était 2002, donc j'avais venu d'aller dans ce monde, et j'avais presque honte d'être payé pour ça. Donc, ouais. Je me disais, mais par quelle succession d'arnaques, de malentendus, j'en suis arrivé à revenir de ce qui pourrait être mes vacances. Est-ce qu'on peut rembourser? C'était mes vacances. Et en fait, j'étais là, voilà, avec mes frais. Et tu avais un statut de journaliste? Comment ça se passe? J'ai même une carte de journaliste à un moment, je crois que je l'ai plus. Ouais, j'étais journaliste pour Tel Quel, ouais. Ok. Ouais, mais j'ai fait des Coupes Davis, j'ai fait des Marathons des Sables, j'ai fait la Coupe Davis en tennis, des Marathons des Sables, des Ligues des Champions, des Coupes d'Afrique 2002, 2004, 2006. Ouais, j'étais à Tunis, enfin toute la CAN. Tout ça en gérant la carrière de Hoba. Ouais. Et donc, Zakaria Boualem, le personnage... en plus du sport. Voilà, complètement.
Non, je sais pas quoi te dire. Le Joker, je veux un gars pour expliquer. Non, j'ai jamais demandé. Ahmed, il m'a dit, écoute, je pense que tu devrais arrêter avec le foot, parce qu'elle aime Blé. Je te parlais de ma famille maternelle, ils sont aussi dans le foot, du côté d'Oujda. Je sais pas quoi te dire. Donc il m'a dit, il écrit sur autre chose. Je me suis, oui, j'écrivais sur la musique aussi. Mais quand le groupe a grandi, je pouvais plus écrire sur la musique. Ouais, t'es moins. Non, c'est difficile. Je veux écrire sur Hamid Qasri. Hamid Qasri, il est à côté de moi dans les loges. Ouais. Je sais. Salut. Ça va pas. Ça va pas. Il me parle à moi et en même temps je sors mon calepin. Donc, Ouais. on oublie la musique. Ça me dérange parce que vraiment, j'aime en parler, quoi. Et donc voilà, le Zakaria Boualem, c'est un personnage qui m'a permis de parler de ce qui se passait avec un tampon entre moi et la réalité. Donc on peut le lire comme plusieurs niveaux, quoi. Lui il parle, tu peux le critiquer lui, ou tu peux me critiquer moi qui critique lui. Enfin bref, c'est un jeu, et voilà, ça continue. Très bien. Et t'as même écrit un livre, hein? C'est une compile de Zakaria Boualem. Ouais. D'accord. Bon, très bien. C'est pas non plus... il se passe beaucoup de choses chez nous, quoi. Moi, c'est une façon de se protéger. C'est l'absurde, il te saute à la figure. On a quand même fait des manifs contre la Suède, quoi. Tu vois, ce pays, il a fait des insurrections numériques contre le postérieur de Jennifer Lopez, contre un film que personne n'a vu, contre un bisou sur Facebook, contre Ikea, c'est drôle quand même. Moi, je suis très sensible au côté burlesque des choses, quoi. J'adore zoomer là-dessus plutôt que de geindre sur. Tu sais, par exemple, là, regarde, on est en pleine crise du Covid. Tu vois, on est là, on nous explique qu'il faut aller voir le BHA pour te donner des autorisations de déplacement. C'est magnifique. On ne sait pas ce qu'il va vérifier comme critère. On ne sait pas qui va dire oui, à qui va dire non. Personne lui a dit à lui-même. Et il va devenir l'homme le plus important de ton activité professionnelle, soudain. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça mérite pas un peu de rigolade? Complètement. Bien. Moi, je vois que l'heure tourne et on a franchement bien abordé tous les sujets merci. que je voulais aborder. Peut-être avant de te libérer, tu as des enfants, c'est ce que je comprends. Quels seraient les conseils que tu leur donnes aujourd'hui? Alors écoute, déjà je vais te détendre, tu peux leur dire ce que tu veux, n'écoute rien, c'est pas aussi simple, c'est l'espèce de Yoda qui arrive devant ses enfants et qui leur dit mes enfants, je vais vous expliquer la vie, ou moi qui est Kaido, ils te disent papa merci, c'est pas comme ça que ça se passe. Quels sont tes mots de sagesse que tu pourrais leur souffler? Je pense qu'ils sont importants. Bah, l'honnêteté, c'est tout. L'honnêteté et l'intégrité. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je pense, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, qu'on est dans un environnement qui est un peu louche, un peu foireux, où tu peux avoir l'impression que les plus tordus vont réussir, mais en fait, je pense que quand tu es correct, tu vois, je peux ne pas être toujours très convivial, toujours très sympathique. Tu vois, j'ai mes moments, je suis pas très sociable peut-être, mais correct. Voilà, sois correct. Et intègre, et je pense que dans ce milieu, ce monde qui parfois n'est pas, disons, ne glorifie pas systématiquement cette vertu, ben elle va te permettre de faire ton chemin. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il y a plus de gens corrects qu'incorrects. Mais sur comment trouver, comment comme toi, avoir le courage de faire son chemin, de trouver sa voie, quand on a, tu vois, l'embarras, des fois on est un peu perdu entre différentes choses, on se connaît pas très bien. Tu te trompes, tu rectifies, tu reviens, tu avances, L'essentiel, c'est de pas rester immobile en train d'attendre la solution idéale, c'est tout. Enfin, ce que j'essaie de leur transmettre, c'est de faire les choses, quoi. Faites les choses. Fais quelque chose, finis-le et regarde-le. Tu écris, écris. Tu écris une page, finis une page. Avec un début, une fin. Tu veux écrire un roman, tu n'as pas la possibilité, c'est trop long, fais une nouvelle. Tu fais de la musique, mais fais une chanson. C'est comme ça que je réfléchis. Tu veux faire des podcasts, finis, fais un générique. J'adore, je réfléchis comme ça. Je termine, et écoute-le, et corrige-le. C'est comme moi je me rappelle toujours d'un prof de maths qui nous disait... on était là, et c'est pareil pour la musique ou pour tout. Tu dis, faisons cette intro et avançons. Enfin, et si elle n'est pas bien, on la changera, mais on va pas débattre comme ça en disant est-ce qu'on va jouer en sol, on va jouer en fa, est-ce que le tempo il est rapide, il est lent, attention, on a déjà fait fa dièse, mais pourquoi? Non, mais fais la fa, vas-y. Et c'est là où tu parlais de disais à chaque fois, c'est comme le mec qui veut pas mettre le pied sur la marche parce qu'il sait qu'il va l'enlever juste après.
Mais justement, c'est comme ça que tu montes. Et à ce côté, un peu faire les choses, mais les faire du cœur, quoi. Mais franchement, j'y crois, ça. Je suis pas en train de faire Roba, c'est une histoire d'amour. C'est le mahabba binatna. C'est pour ça qu'on est là. Tu sais, quand tu vas faire un concert, par exemple, en Tanzanie, encore mieux aux États-Unis ou en Ouganda, tu as 20 heures de transport pour 1 heure de concert. Si tu aimes pas tes amis, si tu es pas heureux de les faire, 20 heures aller, 20 heures retour. Il vaut mieux être avec des amis intimes. Clairement. Parce que ça peut être le meilleur bassiste du monde. Si te dérange à côté de toi dans un minibus, et c'est le contraire qui se passe. C'est que cette heure, à la limite, c'est la plus simple. C'est les autres, tu vois, puisqu'on parle de visa, tu parlais de l'autoproduction. L'autoproduction a un côté aussi administratif qui est horrible, quoi. Bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas très intéressant, mais tu es en autogestion, quoi. Voilà. Donc, ce que je vais leur conseiller, c'est de faire les choses avec le cœur et de les faire et de les refaire et de se mettre en danger, quoi, de pas avoir peur de se planter. Il y a rien de pire que de rester comme ça immobile. Je trouve ça horrible, quoi. Justement, un truc intéressant sur les podcasts. Comment tu t'es lancé là-dedans? Puis j'ai vu que il y a l'histoire qui est une thématique importante, bien entendu la musique et le foot. Franchement, bravo déjà parce que ça le mérite, tu l'as fait. Et je crois qu'il y a un public aussi qui aime le contenu. Hein. Je vois beaucoup d'éloges là-dessus. Tu peux aussi nous raconter la genèse du podcast. La genèse, elle est facile. Moi, j'écoutais beaucoup de podcasts. Hamza, mon ami. Hamza Chiwa, c'est important dans ce projet, on est deux. Il est ingénieur du son de Roba. Et donc c'est lui qui mixe les albums et il se trouve en plus qu'on partage le bureau. Donc moi j'écoutais de podcasts, pas lui. J'en écoutais beaucoup. Et 4-5 jours avant la Coupe du Monde 2018, j'étais très très frustré par le contenu qu'on avait parce qu'il y avait énormément de selfies, de capsules sur les... On parlait pas de foot, tout le monde voulait parler de foot. Moi, on parlait des matchs. Et là, j'ai proposé à Hamza, comme il sait faire du son, quoi. Il sait faire des jingles, il sait faire d'enregistrer, il sait masteriser, il est super à l'aise avec tout ce qui est technologie. Donc, on fait ça. Et puis comme, lui, c'est le même genre. C'est-à-dire, on fait. Mais il va jamais te rendre un projet très compliqué. Il va te le simplifier. Voilà, je crois que un jour après ce café, Ramadan 2018, je me rappelle très bien. On avait le logo, il avait créé les identifiants, on a fait un petit brainstorming pour appeler ça Radio Ma'alif, et on avait ici, je sais plus qui, je pense Hussein, Amin, pour parler des matchs. Voilà, et donc on a fait la Coupe du Monde comme ça en se faisant plaisir. Mais ça a commencé avec le foot. Et après, on a vu qu'il y avait un certain... parce qu'il y a un manque de contenu, il y avait personne qui parlait de foot. Personne ne parle du foot, en fait, dans les médias. Il y a quand même des radios... parle très peu de foot, elle parle très peu de foot. Elle parle beaucoup des supporters, elle parle beaucoup des polémiques, elle parle beaucoup de l'environnement du foot, de Takim, de Shihad Raïs, voilà, les ultras, le Qanon, le Barmaja, mais le Koura, c'est très rare, quoi. C'est très très rare. Et ceux qui sont partis là-bas, les médias ont envoyé très peu de gens qui s'intéressaient au foot. C'était plutôt des people, des gens des sponsorisés par des marques. Je sais pas. Hervé Renard, il faisait des conférences Maroc-Iran. Je sais même pas s'il y a des Marocains qui lui ont posé des questions après Maroc-Iran. Il y avait des Iraniens. Je n'ai pas entendu une question marocaine après Maroc-Iran. Amrabat, il s'est fait mal à la tête pendant 2 jours. On ne savait pas s'il était mort ou vivant. C'est pas très dur, hein. Il faut appeler le docteur et tout le monde le connaît, il est très gentil, il répond. Mais on avait ce trou là, voilà. Donc on a fait ça vraiment, pour nous c'était la Coupe du Monde, on fait ça et c'est comme ça que le projet est né. Ensuite on a compris que le foot c'était cool, mais en même temps c'était pas des podcasts, c'est trop volatile, tu vois, tu as envie de faire quelque chose que tu peux écouter 2 mois après. Sinon tu fais de la radio et tu as pas la structure pour faire de la radio, on était 2 et on s'est posé avec Hamza et on a imaginé ce qu'on a fait, c'est-à-dire l'histoire ça me passionne parce que en fait dans tout mon travail avec Roba il y a toujours l'obsession de qui on est et d'où on vient. Voilà, et je me suis rendu compte en écoutant des podcasts histoire européens ou anglais à quel point j'étais nullissime, c'est-à-dire que Moulay Ismail, Moulay Youssef, c'était boulevard, tu vois, le flou total, mais total. Idrissi, les Idrissi, le Mourabiti, le Mouahidine, c'était un grand
un grand flou horrible et je suis allé chercher les gens pour nous l'expliquer, voilà, c'est tout. Mais écoute, c'est une mission de service public, hein. Je le sens. écoute, en tout cas, j'ai adoré ce projet. Et Hamza aussi, je peux te le dire, parce qu'on en parle souvent. Parce que déjà, on a rencontré des gens passionnants qui veulent partager, et on a une histoire passionnante. Voilà. Moi, je suis pas dans la logique glorieux, pas glorieux, on est fort, on est faible. Ouais, rien que ce qui s'est passé chez nous, c'est fou. Wallah, c'est fou. Non, C'est dingue. J'ai commencé à écouter. Je vois, moi, les pays jeunes là qui se fabriquent une histoire avec trois bataillonnettes et deux et je vois ce qu'on a. Waouh! On devrait tous la connaître parce qu'elle est phénoménale. Phénoménale. Il y a des périodes incroyables. Et j'ai eu une émotion comme ça en voyant ce qui s'était passé dans notre zone, quoi. Voilà. Ce qu'ont vécu nos ancêtres. C'est émouvant. Voilà. Non, mais franchement, moi j'ai commencé à écouter quelques-uns et en tout cas le témoignage que je peux te faire, c'est que ça nous rend un petit peu de notre histoire, de notre identité, de notre fierté, tu vois. Et c'est quelque chose qui nous sert et qui peut servir à transmettre à nos enfants. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas convaincu qu'un drapeau ait quelque chose à faire dans un concert, etc. Je suis pas très fan non plus de sortie du contest foot qui est une sorte de sport, hein, parce que j'aime beaucoup la boxe, j'aime beaucoup l'athlétisme, j'aime beaucoup la moto, pas beaucoup de Marocains, mais j'aime tous ces sports-là, je les regarde beaucoup. Quand tu étudies l'histoire du Maroc, tu comprends qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui est pas artificiel, voilà, qui correspond. C'est dommage qu'on n'aille pas chercher cette âme-là. Elle existe. Et qu'on n'en fasse pas le centre de notre projet. Voilà. Qu'on en reste toujours à des symboles, le roi, le drapeau, le machin. Voilà. On est toujours dans notre chose très superficielle qui viennent de haut en bas, qu'on nous impose. Et qu'on utilise nous pour se faire bien voir par en haut et par en bas. Enfin, quand ça vient d'en bas, c'est plus intéressant. Moi, je me rappelle en 2004, j'avais mis le drapeau du Maroc sur ma guitare parce qu'on commençait à jouer à l'étranger, ça m'amusait. Et à partir du moment où on a commencé à l'imposer, en particulier à ma voisine, dans des concerts, il faut porter le drapeau, là je l'ai enlevé. Parce que si ça vient d'en bas, oui. Si ça vient d'en haut, c'est pas bien. Ouais, de toute façon, tu es quelqu'un qui tient beaucoup à ta liberté. Mais encore, tu vois, tu connais pas Noir. Les gens qui se disent, ils sont têtus. Je leur dis, là, vous avez le plus doux. Je suis l'ambassadeur. Il faut voir. Très bien. Écoute, petite question sur les lectures que tu recommanderais. Lecture ou, je sais pas, album, tout ce que tu vois, tout ce que tu... Est-ce qu'il y a on va dire, des choses inspirantes? Un top 3. 3? Je sais même pas quoi te dire. Comme tu veux, parce qu'il te vient... écoute, je trouve que le nouvel album des Strokes est très bien. The Strokes, qui était un groupe new-yorkais, qui s'était vraiment illustré par des trucs un peu rock, un peu pop, très vintage, il y a 15-20 ans, qui a commencé en même temps que nous, je me rappelle, il y avait, le premier album s'appelait Is This It, et là, qui est revenu, enfin, qui a jamais arrêté de produire, mais là, qui a sorti un super album, un peu synthétique, mais très très inspiré sur les mélodies. Moi, j'adore les mélodies. Et il y a quelque chose de très très beau dans le chant de ce chanteur qui s'appelle Julian Casablancas. Je trouve ça très... Tu sais, moi, tu parlais des voix, etc. Moi, je suis pas très sensible à la belle voix classique. Moi, j'aime plus les fêlures, les gens qui marmonnent, qui tâtonnent, qui hésitent, les Dylan. Ils lui chantent très bien, mais c'est le timbre, c'est la personnalité. C'est ça ce qui compte. Plus que, tu vois, on parle souvent des belles voix, c'est souvent des choristes. Et le caractère, la personnalité, ce bonhomme, on a beaucoup. Cet album est top. Après, bon, je sais pas, des derniers bouquins qui m'a marqué, c'est La Conjuration des imbéciles. Alors, c'est un vieux bouquin, mais j'ai mis du temps à l'attaquer. Il a un personnage qui s'appelle Ignatius, qui est le personnage le plus fou que j'ai vu dans un roman, type dont toutes les initiatives sont catastrophiques. Ah, c'est une grosse tranche de rigolade, ce bouquin. Je me suis régalé. Et que te dire, hein, dans tout le confinement, je me suis refarci les classiques, mes classiques du cinéma, donc les Scorsese, De Niro, les hits, ce que tout le monde connaît, les parrains, les choses que j'avais pas vues depuis des années, et des Donnie Brasco, l'Impasse, De Palma, c'est des choses que j'avais consommées quand elles étaient sorties, et j'avais oublié à quel point ça faisait du bien de se replonger là-dedans, voilà, donc voilà, c'est des films que tout le monde connaît, mais faut pas hésiter à les revoir en fait. C'est le confinement qui m'a poussé à les revoir, parce que je suis pas très série en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis pas très série. Je préfère des films.
Très bien. Alors, dans ton process de création, d'écriture, je sais pas, tu peux choisir. Est-ce que tu as des petits rituels, des petites astuces pour arriver à créer? En fait, il y a un truc, c'est que tu te mets dans un état un peu... Tu sais, quand tu cherches tes clés, tu cherches tes clés, tu tournes un peu, tu les trouves pas, tu te dis, bon, je vais sortir, de toute façon, ma femme, elle est à la maison. En général, t'es emmerdé quand tu cherches tes clés. Ouais, mais supposons que ce soit pas si grave que ça. Tu dis, c'est pas grave, je vais rentrer, je vais sonner. Il y a pas ma femme, mon frère, j'en sais rien. Et tu sors. Et quand tu arrives 100 mètres plus tard, tu dis, ça y est, je sais où elles sont. C'est dans mon jean et je vais pas chercher là-bas. En fait, ton cerveau, il va continuer à chercher pendant les 100 mètres. Tu crois que tu t'en fous parce que tu es sorti, mais tu t'en fous pas. Quand tu cherches un refrain, ou tu cherches une formule, ou tu cherches une idée, tu es dans cet état-là. C'est-à-dire que ton cerveau, au fond, il faut juste les clés, c'est facile. Parce que c'est des clés. Ce qui est très dur quand tu écris, la musique en particulier, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche un refrain? Est-ce qu'on cherche une intro? Est-ce qu'on cherche un thème? Est-ce qu'on cherche un concept? Et là, alhamdoulilah, ça fait longtemps qu'on fait ça, donc on sait ce qu'on cherche. Et là, tu te mets dans cet état-là. Mais cet état-là, il peut être douloureux. Tu peux être avec tes gosses et tu as en fond de tâche ce truc-là qui n'arrête pas. Comme un téléphone, un smartphone avec une application en arrière-plan qui bouffe la batterie. C'est ça. Il faut se mettre dans cet état-là. Et tu n'as pas d'autre solution que de se mettre dans cet état-là. Et quand tu es dans cet état-là, ça tombe. Par contre, il faut apprendre à s'y mettre. C'est-à-dire qu'il faut déclencher l'obsession. Je sais pas faire les choses si je suis pas obsédé. Voilà, je suis désolé. Je ne sais pas faire un album et rentrer, me coucher, je ne sais pas. C'est douloureux pour moi. Ça peut être douloureux pour mon entourage. C'est pas agréable. Je te dis, c'est beaucoup de travail et une forme d'obsession qui est lourde. Voilà, qui est lourde. Comment ça se traduit au quotidien? Il faut se réveiller tôt. Moi, je me réveille très tôt. Moi, c'est toujours le matin. Je me réveille très tôt. Je dors très mal. Je me réveille très tôt. J'écris plein de choses. Quand on était encore, je l'appelais. Lui aussi se réveillait tôt et on allait parfois répéter quand on écrivait avec 4-5 idées, quoi. Si ça peut être reggae, ça peut être comme ça peut être, il faut commencer par ci, etc. Et c'est de très très mauvaises nuits. Voilà, c'est très mauvaises nuits. Très très mauvaises nuits. Après, bon, pour information, je suis pas non plus un hibou, puisqu'après, je fais des siestes. Bien sûr. Je suis pas un hibou. Mais à un moment, quand tu vois la chanson, quand tu l'as en tête, ça y est. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, le mix entre spontanéité et travail, c'est le mix de chaque groupe. Tu as un autre mix qui est dur à trouver, c'est de se dire c'est fini. Ça, tous les artistes ont ce problème-là. Tu fais de la peinture, là, tu fais de l'écriture, tu peux corriger 5000 fois. Tu fais une chanson, tu peux rajouter 12 guitares, 25 basses, mettre des qalaqab, dire des claps, faire des un sample, tu peux. Bon, encore nous, on a l'avantage de pouvoir maintenant faire des contrôles Z et enlever tout ça. Ce qu'on appelle le gear point. Le gear point, c'est le moment où la qualité, où c'est bien, ou que tu les katarga. et en général, alhamdoulilah, là, on est nombreux. Ça vient de la prépa de Reggae Point. Ah oui, c'est point d'inflexion, mais ça, tout le monde le sent. C'est-à-dire que, par exemple, comme l'avantage, c'est là, encore une fois, on est nombreux. Donc, toi, tu es là, comme ça, obsédé, en train de mettre des guitares, et Absamad qui va prendre un café ou un sandwich, il revient. Tu dis, mais et donc, il faut, de temps en temps, parce que c'est ça aussi le truc, hein, c'est que, tu sais, nous, dans Roba, je vais te dire, on a très, 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 très rarement eu des conflits sur tel morceau ou tel morceau. C'est-à-dire quand on s'engueule, l'idée n'est pas bonne. Et il y a un consensus facile à trouver. Non, c'est-à-dire que quand c'est bien, tout le monde est heureux. Le perfectionnisme est l'ennemi du créateur, hein, tu vois. Tu sais, quand on est arrivé chez Peter Gabriel, il y avait écrit dans le studio, "This is not a Phil Collins album." C'est-à-dire, il faut faire des fautes. C'est pour ça que les gens t'aimeront. J'ai bien la référence à Phil Collins. Surtout qu'il joue avec lui dans le Genesis, donc j'imagine que l'ambiance c'est pas top. Il va y avoir une vieille querelle. Dans le Genesis. Ouais. Très bien. Alors, dernière question, cher Reda. Si tu avais l'occasion de revenir dans le temps et souffler à l'oreille de Reda qui, je sais pas, finit sa prépa à Toulouse ou, tu vois, murmurer des petites paroles, quelque chose sur je vais pomper un truc que j'ai vu dans un réseau social. Achète tes actions Amazon. Tu pourras faire de la musique sympa. Tu pourras faire de la musique tranquille. Non, je sais pas. Je vais te dire quelque chose. En vérité, pourquoi j'ai hésité à accepter ce podcast et pourquoi cette question m'embarrasse un peu. Je sais pas d'où ça vient. J'ai beaucoup de mal à regarder en arrière. Beaucoup de mal.
c'est pas un process naturel chez moi. Je suis pas quelqu'un qui est dans la nostalgie ou bien dans le bilan. Là, je sais même pas si je le reconnaîtrais, ce Reda de 20 ans. Je sais même pas. Vu la masse j'ai l'impression je sais pas, j'ai l'impression de 5 ans quasiment déjà d'avoir une autre personne, voilà, c'est très difficile à expliquer. Écoute, mais tu me vois très heureux déjà de l'avoir fait avec toi. Ben, merci beaucoup. Très heureux. Attends, mais on n'a pas fini, il me reste une question. C'est comment tu vois le Reda dans 10 ans, maintenant que tu... Wallah, là, je ne vois rien du tout. J'essaierai de faire les choses année par année. Tu as un rêve avec Hoba, par exemple? Non, mais j'aimerais bien que, non, mais moi, c'est de jouer, quoi. Il faut que ce truc-là, ça s'arrête et qu'on reprenne nos instruments et qu'on y aille. Moi, tu sais, moi, je te parlais des objectifs et tout, j'ai toujours des objectifs très, très atteignables. Tu vois, je suis pas celui qui va te dire, j'ai jamais au début du groupe dit, waouh, on va faire un groupe, on va aller jouer aux États-Unis et tout. Pour moi, c'est de la blague, hein. On va faire des bonnes chansons, on va faire un bon concert, on va voir le suivant. Donc, je ne sais pas, tu sais, là, on parle de Radio Ma'alif, c'est un projet aussi qui me tient à cœur parce que, je suis heureux de tendre le micro à des gens intéressants. Je suis heureux de le faire. De les trouver, de les enregistrer, que Hamza les mixe bien, de leur mettre la bonne musique. Je pense c'est un projet dont je suis très fier. Je suis fier. C'est pas de la fierté, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie, c'est mes amis, c'est la famille. On peut peut-être même arrêter de faire de la musique X ou Y, mais en fait on répétera toujours, quoi. Je sais pas, je suis pas un homme de bilan, je suis pas quelqu'un qui regarde comme ça tout ce qu'il a fait en 6 ans, ça, mais j'essaie de faire des choses honnêtement et puis c'est tout. Très bien. Et Zakaria Boualem, qu'est-ce qu'il va devenir? Écoute, Zakaria Boualem, il serait temps, je crois qu'il se marie. Parce que... ouais. Voilà. Il serait temps qu'il se marie. Je vais peut-être le marier cette semaine. Voilà. Je vais l'écrire tout de suite, je vais le marier et on va lui faire parler des problèmes conjugaux. Ça va mettre une autre ambiance. Maintenant, ça fait tellement de temps que je suis marié que c'est bon, ma femme se vexera plus. Très bien. Sur ces belles paroles, merci beaucoup Reda. Merci à vous. Merci pour ton temps. Merci. Et à vous tous qui nous avez écoutés, merci d'être restés jusque-là. N'oubliez pas de liker cet épisode sur les différentes plateformes de podcast. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. Avant de nous quitter, si vous l'avez aimé, vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec 3 actions simples à faire en urgence. D'abord, le liker, le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn. Ensuite, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast, que ce soit Apple, Google, Spotify ou Deezer. Si vous êtes sur Apple Podcast, allez-y et notez le podcast, si possible, 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire. Continuez à en parler aussi autour de vous, cela m'aidera énormément. L'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao!